Raconteurs et raconteuses, bienvenue dans La Machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Dans ce nouvel épisode, nous avons eu envie d'explorer une forme singulière de narration, la chanson, avec deux auteurs, compositeurs, interprètes de talent. On les connaît bien sûr pour leurs tubes, leurs albums, les classiques ou les plus concepts, mais aussi pour des bandes originales de films, de séries télé ou de pièces de théâtre. Ils ont également écrit de nombreuses chansons pour de célèbres artistes de la scène musicale française. Notre premier invité se lance dans la musique à la fin des années 90 et compose des bandes originales et des chansons pour les films du réalisateur Christophe Honoré. En 2005, il sort son premier album, Garçon d'honneur, chez Naïve Records, qui va inspirer le film musical Les chansons d'amour, pour lequel il remporte le César de la meilleure musique. Il sort ensuite plusieurs albums, écrit des chansons pour Camélia Jordana, Françoise Fabian, La Grande Sophie, Julien Clerc et bien d'autres artistes renommés. En 2015, il participe au roman documentaire Les gens dans l'enveloppe, écrit par Isabelle Monin, un grand succès critique et public qui devient double disque d'or. Il compose pour le cinéma et la télévision, participe à des hommages à ses idoles de Souchon à Scheller, et après le remarquable Pas plus le jour que la nuit sorti en 2019, réadapte en 2021 l'album Love on the Beat de Serge Gainsbourg. La même année, Valentine Duteil et Karine Morales réalisent son portrait dans le documentaire Je n'aime que toi, diffusé à la télévision. Nous avons le plaisir d'accueillir Alex Baupin. Notre deuxième invité grandit dans un milieu artistique et apprend le piano dès l'âge de 5 ans. Après des études au conservatoire de musique et de danse de Bourges, il enregistre ses premières chansons dans son home studio et sort son premier album Gargilès chez Barclay en 2004. Son deuxième album, Rio Baril, est un album concept qui raconte la vie d'un personnage de son adolescence à sa vie adulte dans une ville imaginaire du Berry. Sur cet album, que les Inrocks retiennent comme le troisième meilleur album français des années 2000, on retrouve à ses côtés Philippe Catherine et Dominica. En 2007, il crée sa propre société de production et d'édition et coécrit le livre-disque Frère Animal avec l'écrivain Arnaud Catherine. En parallèle de ses propres albums, il compose des chansons pour de nombreux artistes comme Sylvie Vartan, Miossec, Bernard Lavilliers, Benabar, Calogero et bien d'autres. Il signe également de nombreuses musiques de films, de pièces de théâtre, de documentaires et de séries télé. En 2020, il publie Le Monde du Vivant aux éditions Stock, un roman écologique et social sur le retour à la terre et la réalité du monde rural. Nous sommes heureux de recevoir Florent Marché. Voici deux auteurs, compositeurs, interprètes prolifiques qui explorent les différentes manières de raconter, en chanson, le monde, la société et la complexité des sentiments humains. Alors, comment écrit-on une bonne chanson ? 3 minutes suffisent-elles à raconter une bonne histoire ? Faut-il commencer par la musique ou par le texte ? Quelle est la différence entre un éditeur de musique et un producteur ? Comment écrit-on pour un autre chanteur ou pour une comédienne ? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous répondons dans cet épisode. Je suis Yannick Lejeune. Et je suis Mike Cesno. Générique ! Bonjour. 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 Pour commencer notre podcast, on a toujours une question récurrente, c'est qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? Ah, vas-y, commence Florent. Je crois que l'histoire, c'est la chose la moins importante dans l'écriture. Ce qui fait une bonne histoire, c'est simplement la motivation intime et la nécessité de devoir l'écrire. C'est effectivement la façon dont on la raconte, l'histoire, si elle est bonne ou pas. C'est Hitchcock qui racontait l'histoire d'un scénariste qui se réveillait tout le temps la nuit et qui avait des idées géniales et qui le lendemain les avait oubliées, et donc sa femme lui dit tu mets un petit carnet à côté du lit. Donc il met un petit carnet à côté du lit, il se réveille la nuit, il a une idée géniale, il la note, puis le lendemain il se réveille, puis il dit putain, j'avais encore une bonne idée, il dit mais oui, j'ai mon petit carnet, et sur son carnet, il voit qu'il a marqué Boy Meets Girl. Mais Boy Meets Girl, ça peut sembler une histoire complètement stupide parce que racontée 100 000 fois, mais c'est pas ça, c'est pas l'idée qui est importante en fait. Effectivement, c'est ça qu'elle raconte, cette histoire. C'est comment on raconte une histoire d'amour qui peut sembler a priori un peu banale, quoi. Et est-ce qu'il y a des idées ou des concepts d'histoire qui sont spécifiquement des bonnes idées pour une chanson ? L'amour et Paris. Enfin, moi, ça c'est non, Gershwin. Parce que oui, c'est Gershwin qui disait ça, mais bon, non, mais en plus c'est pas vrai parce que Florent comme moi, on a essayé de pas raconter que des histoires d'amour dans ce qu'on faisait. Mais moi, je suis parti de ça. En tout cas, je suis parti de l'idée que les chansons que je préfère, c'est les chansons sentimentales. Voilà. Donc oui, les chansons d'amour, c'est forcément un truc qui, si on se démerde pas trop mal, ça finit par. Enfin, c'est un bon format la chanson pour raconter des histoires d'amour, je crois. Moi, c'est le lieu avant tout. C'est le lieu qui est le milieu social qui va me conduire vers l'histoire. Donc je pars de ça. C'est Courchevel, quoi. Oui, ça peut être ça. Encore une fois, la nécessité de ressusciter des endroits, des lieux, des moments qu'on a traversés, qu'on a vécus. Des époques aussi ou... Ouais, c'est la seule façon de revivre. Dans la vie, on a jamais plusieurs fois l'occasion de vivre un moment, sauf quand on écrit. C'est un peu la magie de ce truc-là, en fait. C'est pour ça que ça devient assez addictif. Même si après, on maquille, on transforme pour aller vers de la fiction. En général, ça part d'un truc qui est très... Est-ce que c'est une façon de pas oublier aussi? Je sais pas si c'est une façon de pas oublier. C'est une façon de tuer un souvenir, oui.
Revenons très en arrière. Qu'est-ce qui vous amène tous les deux à la chanson? Est-ce que c'est la musique ou est-ce que c'est l'écriture? Moi, c'est les chanteurs. Enfin, je veux dire, c'est le fait d'en avoir écouté très tôt, d'avoir eu des parents, ma mère particulièrement, qui jouait du piano, de la guitare, qui nous chantaient des chansons. J'avais des parents assez mélomanes. Et moi, je crois que la première chose, quand j'étais enfant, qui m'a ému, plus que les livres que j'aimais beaucoup, le cinéma, c'était les chansons. Ouais, c'était la chose qui vraiment me plaisait le plus. C'était un fantasme assez tôt d'enfant, de vouloir être à la place des chanteurs ou des chanteuses que j'écoutais, que je voyais à la télévision, que j'entendais à la radio, que j'entendais chez moi. C'est vraiment très simplement, moi, j'écris des chansons parce que j'ai aimé des chansons, j'ai aimé des chanteurs. C'était qui les premiers les premiers, c'est les chanteurs des parents. Moi, ils étaient... moi, c'était vraiment les familles de gauche, de province, classe moyenne. Ma mère était instite, mon père était cheminot. Vous voyez, c'était entre la CGT et le PS, quoi. et donc, eux, ils étaient plutôt d'une chanson un peu tradition française. C'était Barbara, Trenet, Brassens, Brel. Enfin, vraiment, ils étaient pas très rock. Mes parents, ils étaient passés un peu à côté de tout le truc un peu pop, les Beatles même, etc. Mais voilà, c'est ça qu'on écoutait à la maison, c'est ça qui nous chantait eux, que nous chantait ma mère, en tout cas, qu'on apprenait. Et alors qu'après, ça m'a un peu passé. Mon premier vrai choc de chanteur que je vois à la télévision, c'est sans doute Brel quand on le voit chanter Amsterdam et tout ça. Enfin, il y avait un truc qui m'attirait beaucoup là-dedans. Après, ça m'a passé parce que je trouvais ça très démonstratif finalement plus tard. Mais enfant, ouais, c'est ça qui m'avait beaucoup marqué, je crois. Mais t'es né en quelle année? Non, mais il était déjà mort. Mais tu sais, oui, Brel, il est mort en 79, 78, donc j'avais 5 ans quand il est mort. Ça passait encore à la télé, ça, quand même. Non, parce que on a eu quasiment les mêmes parents. Parce qu'effectivement, moi, mes parents également étaient passés à côté de la vague rock. Et je découvre d'ailleurs les Beatles, et c'est une révélation à l'âge de 14 ans. Et oui, moi, c'est pareil. C'est dingue qu'on m'ait caché ça. Il y a tout un pan de la pop anglaise ou du rock, même, que je découvre assez tardivement, en fait. C'est génial, c'est fantastique. C'est comme quand tu conseilles un livre à quelqu'un qui ne l'a pas lu. Moi, je suis toujours heureux d'évoquer, par exemple, Nick Drake et que la personne me dise, je vois pas qui c'est, j'ai jamais entendu parler. Je dis, j'ai de chance. T'as de la chance de découvrir tout ça. Et alors, qu'est-ce qui vous amène à commencer à écrire derrière? Comment ça se passe? C'est pendant l'adolescence? C'est un journal intime qui devient des chansons? C'est une envie de monter sur scène? Comme plein de gamins, moi j'écrivais des poésies nulles quand j'étais petit. Petit à petit, comme je prenais des cours de piano, qu'on faisait de la chorale, je me suis rendu compte qu'en se mettant derrière un piano et en jouant 3-4 accords, il était possible d'écrire quelque chose, enfin de se débrouiller pour écrire des chansons. Et assez vite, moi j'ai écrit des textes courts. Moi j'étais plutôt dans le format d'écrire des poésies ou des petites chansonnettes qui étaient nulles, parce que j'ai dû écrire ma première chanson, j'avais 8 ans ou 9 ans ou un truc comme ça, et c'était pas bien, quoi. Mais en tout cas, ce truc-là, ça m'amusait. Et puis c'est comme les gamins qui font des spectacles à Noël, quoi, que quand mes parents voyaient que j'écrivais des poèmes ou des chansons, ils trouvaient que c'était formidable et que ça épatait les gens. Voilà, moi c'était épater mes amis ou mes parents qui faisaient que je me rendais compte qu'il y avait une rémunération en plus symbolique assez forte à ce truc-là, quoi. Voilà. Et donc comme par ailleurs, j'étais pas particulièrement brillant en sport ou dans d'autres domaines où les enfants d'habitude ça me permettait d'avoir ce petit truc, ces petites singularités qui me mettaient en valeur, quoi. Et toi, Florent? Moi, j'ai commencé par le piano classique et j'avais l'impression que ça me ramènerait à une époque que j'aimais bien, qui était le 19e siècle, et j'étais convaincu que je pourrais être compositeur du 19e siècle. J'ai mis du temps à m'avouer que ça serait plus possible. Puis de l'autre côté, j'aimais écrire des histoires, mais sous forme un peu de scénario, peut-être pas des... Je m'arrêtais très très vite, parce que on n'a pas beaucoup d'endurance quand on a 12 ans. On se lance à chaque fois dans des débuts de romans. Moi, j'en ai toujours pas. C'est pas que j'écris des chansons, lui écrit des romans. Alors moi, je suis incapable d'être sur le long terme comme lui. Mais en fait, rapidement, je me suis aperçu que j'aimais les musiques de films, que j'aimais les livres et que j'aimais les chanteurs, mais que ça permettait la chanson de réunir mes deux passions, la musique et les mots. Et effectivement, c'est assez valorisant parce que on se dit, tiens, je suis capable de faire quelque chose dans la vie, quoi. Ensuite, Alex, toi, tu racontes la rencontre avec Aude, donc ta petite amie qui a été victime d'une crise cardiaque, ça, et une mort subite. Et tu dis que ça t'a beaucoup poussé à finalement passer en studio. Mais même à vraiment faire ce métier, parce qu'avant j'écrivais des trucs, des chansons et tout, mais je le faisais de façon assez velléitaire en fait. Moi j'ai écrit des chansons donc assez tôt, enfant et tout, et très vite je me suis rendu compte que ça me plaisait, mais j'ai mis beaucoup de temps à m'avouer que c'est ce que je voulais faire. Enfin je trouvais qu'il y avait un truc un peu honteux là-dedans, pas honteux, mais je me disais que j'en étais pas capable en gros. Et puis j'écrivais surtout des chansons que étaient pas très bonnes, et moi-même je savais qu'elles étaient pas très bonnes. Je les écrivais parce que ça me faisait plaisir, mais je trouvais ça pas super. Et quand Aude est décédé, effectivement, j'ai commencé à écrire des chansons sur cet événement
événement assez tôt, genre 2 semaines peut-être après son décès, et je me suis dit 2 choses. La première chose, c'est que tout d'un coup, je trouvais que les chansons, c'est terrible de dire ça, mais avaient tout d'un coup une densité, un intérêt. En fait, je me disais tiens, elles sont pas mal ces chansons. Je me disais pas c'est génial, mais je me disais c'est mieux que ce que j'essayais de faire avant quand il m'arrivait rien. Et puis le deuxième truc, c'est de me rendre compte que une de mes premières réactions après cet événement-là a été de me mettre derrière un piano et d'écrire des chansons. Je me suis dit quand même, ça veut peut-être dire que quelque part, profondément, t'es un peu un chanteur de façon intrinsèque, quoi. Si la première nécessité, le premier truc qui te vient, c'est de faire ça quand il t'arrive un événement pareil, c'est que peut-être qu'il faut faire ça. Peut-être que c'est ça qui va. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, ça a confirmé la nécessité, mais ça a même donné une nécessité à la chose, je crois. Je me suis dit tiens, c'est vraiment ça que je suis. Oui, et pourtant, on sait très bien que il suffit pas d'un drame intime pour faire un bon livre ou une bonne chanson. Bien sûr, évidemment. Des choses sont vraiment. Oui, parce que souvent on dit un artiste doit être triste pour être inspiré, tout ça. En fait, c'est plus il faut qu'il ait ce besoin d'écrire, en fait, quelle que soit la. Oui, la nécessité. Il a raison de beaucoup de parler de nécessité, Florent. Moi, c'est autre chose, c'est un autre sujet, mais plein de fois quand je me dis il faut que je fasse un album, il faut quand même que j'en éprouve la nécessité. Sinon, je pars sur d'autres projets parce que je trouve qu'il y a tellement de choses dispensables qui sortent que c'est pas la peine d'en rajouter, quoi. Et toi, Florent, la nécessité du premier album, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises, allez, maintenant j'y vais? C'est au moment où j'ai décidé d'arrêter, donc c'est plutôt pas mal. Ça m'est arrivé au moment où je voulais plus. Pendant des années, je voulais chanter, tout en détestant ma voix, tout en détestant chanter. J'étais à chaque fois en souffrance quand je chantais, j'étais essoufflé, j'avais l'impression que ça me demandait une énergie complètement folle. Vraiment, j'aurais préféré faire un marathon à la place. Et au bout d'un moment, j'ai enregistré des chansons. J'ai écrit des chansons à partir de l'âge de 15 ans et je suis passé par tous les styles. Et je trouvais ça à chaque fois très très mauvais. Enfin, je trouvais ça génial pendant 15 jours, et puis tu réécoutes, tu trouves ça mauvais, et puis 3 mois après tu seras très 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 mauvais, puis on avance. J'ai dit mais comment j'ai pu écrire cette merde? Et c'est vrai que j'ai le sentiment que ça s'est un peu stabilisé à l'époque du premier album, que mes chansons commençaient à se tenir à peu près. C'était pas encore ça, mais ça. Et je les ai enregistrées en faisant un peu le tour des maisons de disques, j'ai eu que des refus. Ça m'a confirmé le fait que j'étais pas forcément fait pour chanter mes chansons. Et j'ai voulu je les ai proposées à une éditrice pour qu'on les passe à des chanteurs, à des chanteuses. Et elle m'a dit c'est peut-être dommage, on va d'abord envoyer à des gens de maisons de disques. Et là, on a eu des propositions. Alors j'ai lu qu'elle avait envoyé ça à Jean-Daniel Beauvais des Inrocks et à Bernard Lenoir de France Inter. Oui, en fait, je raconte mal l'histoire, mais tu vois, je raconte mal les histoires. Oui, elle a envoyé à Bernard Lenoir et Beauvais, c'est parce que eux en ont parlé. C'est parce que eux sont influents dans le monde de la musique. Ouais, ça comptait. C'est-à-dire que les mêmes maisons de disques qui m'avaient refusé ont tout appelé après. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui nous écoutent la différence entre un éditeur de musique et un producteur, parce que le métier d'éditeur dans la chanson, il est un peu moins connu du grand public. Alors, pour le dire un peu prosaïquement, théoriquement, un éditeur, prend vos chansons dans son catalogue et globalement, après il y a des contrats différents, mais globalement récolte 50% de vos droits d'auteur et vous avez les autres 50%. Alors on pourrait se dire, expliquer comme ça que ça n'a aucun intérêt, mais un éditeur est censé vous faire gagner plus d'argent que si vous étiez tout seul avec vos 100%, donc par exemple, se charger dans le cas d'un chanteur qui veut signer, de vous faire signer dans un label ou de placer, c'est vilain comme terme, mais vos chansons, de vous faire rencontrer d'autres artistes pour que vous travailliez, que vous fassiez votre métier d'auteur-compositeur, quoi, c'est ça? L'éditeur a existé avant le producteur. C'est-à-dire qu'à la base, il y avait la SACEM s'est montée, je crois, c'est fin du 19e, voilà. Et c'est un Ravel, je sais plus, qui était le premier. Oui, ça doit être ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu protéger la musique pour qu'il y ait des droits d'auteur, pour que ça puisse générer un peu de fonds. Et puis que par la suite, dans les années vraiment 50-60, il y a l'industrie du disque qui a commencé à prendre son nez. Et là, il fallait enregistrer de la musique, donc ça coûtait quand même de l'argent. Et c'est le producteur qui finançait ça. Mais après, il y a deux choses. Il y a les droits de diffusion. Donc quand on écoute des morceaux à la radio, à la télé ou même en concert, donc ça génère des droits qui sont des droits de la SACEM et qui sont effectivement répercutés comme ça, 50-50 en général. Et de l'autre côté, il y a le pourcentage qu'on a sur la vente des disques, ce qui aujourd'hui nous paraît un peu... Bon, c'est plus trop d'actualité, mais à l'époque, oui, il y avait des disques qui se vendaient. Voilà. Et en général, l'éditeur peut faire aussi un peu la banque. C'est plus compliqué pour un auteur-compositeur d'avoir un crédit à la banque. Donc des avances, voilà, des primes aussi.
Après, pour être un peu encore plus prosaïque, il a raison, Florent, de dire qu'aujourd'hui, on gagne plus d'argent avec des droits d'auteur qu'avec des ventes de disques. Surtout moi, d'ailleurs. Mais moi, ça a été un moyen aussi d'être en édition dans des maisons de disques. C'était un peu une stratégie de ma part, de dire si on vend pas suffisamment de disques sur mon projet à moi, comme je me mets en édition chez vous, ce que génère les droits d'auteur me permet de dire que je suis quand même bénéficiaire chez vous, en gros, et que je peux continuer à faire mon projet de chanteur. Il y avait cette idée-là. Moi, j'utilisais les éditeurs avec qui je me mettais en édition, en coédition, de cette façon-là. Toi, Florent, t'as créé ta propre maison d'édition. C'était pour avoir 50% en plus ou pour être plus libre? Non, c'est vraiment pour être libre. J'ai senti rapidement qu'il fallait que j'ai mes outils de production pour si jamais ça se passait mal, pouvoir continuer à enregistrer, à produire, et j'ai bien fait parce que j'ai monté mon studio d'enregistrement en même temps et ça m'a permis de faire aussi des projets où il y avait pas d'argent, comme une première musique de film où il y avait quasiment pas d'argent, on peut pas payer un studio, j'avais le studio. Voilà, avoir l'outil de production, je crois que c'était vraiment ça et puis après l'édition, oui, les éditeurs avaient jouaient un petit peu moins le rôle de la banque et je me suis dit que c'était temps de récupérer une partie des droits éditoriaux. Je voudrais qu'on revienne au rapport à la voix. Vous avez tous les deux participé à un hommage à William Sheller. Et William Sheller, il raconte souvent sur scène, alors, il tourne plus, mais à l'époque, il racontait qu'il avait longtemps fréquenté Barbara. Et que Barbara lui avait dit, mais nous, on n'est pas des chanteurs, on est des diseurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Oui, moi, je me définis pas du tout comme chanteur. Je me définis pas comme diseur, mais comme raconteur. C'est l'excuse parce que c'est le format, mais on aime avant tout composer des mélodies et puis des textes. Ça doit être agréable quand c'est chanté aussi par les autres, hein, mais c'est le fait, oui, d'être une sorte de raconteur, de porter la voix de ses chansons. C'est parce que lui, il disait sur Un homme heureux, il dit c'est pas une chanson qu'il faut chanter. Si on la chante avec une belle voix, elle n'a aucun intérêt. Il faut la raconter. Oui, c'est ce truc d'incarnation. Mais moi, je comprends ce que disait Florent tout à l'heure quand il dit moi aussi ma voix. Comme je suis pas un chanteur technique du tout, enfin j'ai fait un peu de chorale quand j'étais jeune et tout, mais il a quand même fallu à un moment donné que je trouve un truc, déjà pour m'aimer un peu quand je chante, ça a pris du temps. Moi, les premiers albums, s'il m'arrive incidemment de entendre des chansons, j'ai l'impression d'un type vraiment qui chante avec une platitude, un truc que ça n'a aucun intérêt. Et moi, je crois que c'est le fait d'avoir travaillé avec des acteurs et des actrices, de les avoir fait chanter, qui chantaient mes chansons d'ailleurs qui étaient sur le premier album, où je me suis dit, alors peut-être qu'ils sont un peu moins justes et un peu moins placés que moi, mais par contre, ils ont un truc, c'est qu'il y a une incarnation. Enfin voilà, et l'incarnation, ça veut pas dire être dans la dramatisation du truc et tout, ça veut dire vraiment porter quelque chose et articuler d'une certaine façon, tu vois ce que je veux dire, se présenter pour qu'en face, la personne qui t'écoute ait l'impression que c'est un peu important ce que tu essaies de lui délivrer, quoi. Et en ce sens, je vois ce que dit Florent quand il dit raconteur ou diseur ou tout ça, c'est d'essayer de chanter et d'être suffisamment convaincu par ce que je chante, même si techniquement c'est pas super impressionnant, pour qu'en face, vous savez, c'est choper quelqu'un par la veste puis lui dire attends, je vais te raconter un truc, c'est important. Et ça m'a pris du temps à trouver ce truc-là, d'être un peu incarné en fait quand je chante. Mais là, des fois quand je m'entends, je me dis pas que je suis un formidable chanteur, mais je me dis pour les chansons que je chante, ça va quoi. Normalement ça, je sais pas où t'en es toi, mais je me dis ça va. Pareil, oui, disons que je me serais absolument pas senti légitime d'être interprète pur. Je me serais dit de quel droit. Mais oui, c'est ça aussi. Là, je peux chanter parce que je suis un peu ambassadeur de mes chansons, donc j'ai un peu le droit. C'est ça qui vous conduit sur scène? Au départ, oui, je crois. C'est le fait de porter la chanson ou c'est d'aller voir le public? Alors moi, ça a été compliqué la scène aussi parce que j'avais vraiment pas du tout d'aptitude pour ça au départ. J'étais très embarrassé. J'ai mis du temps à chanter à peu près juste, à pas être complètement stressé, à pas trembler quand je jouais du piano et que je chantais des chansons en même temps parce que pour moi, ça a toujours été une cascade. Dans le documentaire Je n'aime que toi, dans le pitch, ils disent il a fallu 17 ans à Alex Bopin pour pouvoir dire je suis chanteur. Il y a des gens qui ont une vraie facilité pour ça, qui tout d'un coup se présentent sur une scène, sur un plateau et qui sont à l'aise immédiatement, très jeunes et tout. Et moi, mais vraiment, ça m'a bien pris 10 ans, 3 tournées. Peut-être qu'à partir du 3e album, je me suis dit, ah bon, alors là, ça va. J'ai un peu plus envie que peur d'y aller et je m'amuse un peu. Mais avant, je trouvais ça terrifiant. Enfin, j'étais très mauvais. Vraiment. C'est pas notre spécialité première dans le sens, si on prenait une métaphore. On est pas des performeurs, quoi. Non, on peut prendre une métaphore cycliste. Sur le Tour de France, il y a des gens qui sont grimpeurs, d'autres qui sont rouleurs, d'autres qui sont sprinteurs. Il faut bien le faire, ce Tour de France. On pas juste dire, moi, je fais que les étapes de montagne parce que c'est mon truc. Donc, en fait, quand tu fais de la chanson, il faut épouser tout, mais il y a peut-être des domaines où tu te sens un peu moins légitime ou un peu moins fort, mais c'est pas grave, c'est l'ensemble qui compte. Oui, je crois, puis on trouve des moyens aussi, tu vois bien comment c'est. Enfin, Florent, je vois bien comment il fait. Moi, c'est un peu pareil. C'est une école aussi qui vient de gens qu'on a vus comme
peut-être Alain Souchon, tout ça. On s'est dit que c'était possible. C'est que ça passe par parler, par aller chercher le public, par d'autres moyens que par la performance vocale qu'on peut délivrer. Donc ça passe par de l'humour, par raconter des choses, par être aussi en dehors des chansons, essayer d'établir un rapport d'intimité qui passe par des discours, des trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, et puis de toute façon, on a besoin de contrebalancer la mélancolie par des conneries racontées Oui, sur scène. c'est la magie. C'est un point commun entre vous deux, c'est que on va en parler après, mais j'ai appelé la partie d'après la joie de vivre. C'est que c'est marrant, vos chansons sont quand même assez mélancoliques, les sujets sont assez graves, et quand on va à vos spectacles, les gens qui ne vous connaissent qu'à travers les disques ne s'en doutent pas, mais on se marre beaucoup. Il y a une vraie mise en scène. Dans le dernier spectacle, Garden Party, toi t'as carrément mis, il y a de quoi faire un barbecue, il y a des gens qui viennent. Toi, Alex, tu plaisantes, tu fais preuve d'autodérision, les gens s'attendent pas à ça. C'est une volonté de faire un lien différent avec le public, ou est-ce que ça renforce le contraste entre je vais vous faire venir un comique sur scène, et puis après je vais vous balancer Freddie Mercury. C'est génial, les montagnes russes, ouais. Non? Et puis c'est ce qui fait partie intégrante de la vie. La vie, c'est des joies et des peines constamment. Incarner des chansons sur scène, c'est la possibilité d'être un reflet assez complet de la vie finalement. Nous on vient avec de la mélancolie, mais pas que aussi. Donc voilà, il se trouve que je sais pas si on serait capable, ce serait pas beaucoup d'intérêt de faire des intermèdes sur les albums rigolos entre deux chansons. Ah, j'ai déjà posé la question. Non, mais ça pose la question de l'album live que moi j'ai jamais fait. Non, je crois. Non. Mais après, c'est une espèce de politesse aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent voir, des gens qui sont pas forcément au courant parce que des fois on est dans des endroits, des théâtres où il y a des abonnés par exemple qui viennent découvrir. Et je trouve qu'il y a une forme de politesse dans le fait de pas assommer les gens. Et puis après, il faut trouver le juste milieu. Moi longtemps, je dosais pas bien le fait de faire des blagues et de faire des chansons, ce qui fait que ça gâchait un peu l'effet des chansons. Au bout d'un moment, je me suis dit attention, si tu chantes des chansons tristes, il faut aussi les chanter vraiment et les incarner vraiment, et être dans ce truc que tu les délivres vraiment comme elles doivent être, et pas trop gâcher l'effet des trucs avec des blagues constamment avant après. Donc ça, c'est un petit dosage à faire, mais il a raison, Florent, c'est ça, c'est aller sur scène, c'est se présenter. Donc comme on n'est pas que des tristes cires ou des gens qui se baladent dans les cimetières en racontant des choses extrêmement tristes et mélancoliques, c'est bien que les gens le voient aussi, et puis ça leur permet aussi d'avoir un truc un peu complet. Mais il faut pas oublier que les gens les plus tristes dans la vie, ce sont les humoristes. Oui, voilà, c'est ça. Donc nous, on est super drôles, en fait, parce qu'on est des chanteurs mélancoliques. Bah oui, nous, qu'est-ce qu'on rigole. Alors justement, Florent, toi, dans tes albums, on parle de dépression, de deuil, de violence conjugale, de psychopathologies diverses et variées. Qu'est-ce qui t'amène à ça? Est-ce que c'est une forme d'engagement artistique, ou est-ce que c'est l'observation du monde, et puis finalement, le monde qui nous entoure est moche? Je pense que si je rendais compte du monde exactement tel qu'il est, ce serait beaucoup plus noir en fait. Mais oui, c'est une façon de rendre compte du monde, d'en parler, parce que moi je suis pas un tribun, je suis pas quelqu'un qui raconte bien les histoires pendant les dîners. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de réécrire beaucoup. Donc c'est des sujets forcément qui m'animent. Quand je commence à écrire une chanson sur une thématique, un sujet, ça s'impose à moi, et c'est encore une fois, on va à chaque fois parler de la nécessité, mais c'est ça en fait. Donc je me vois pas écrire autre chose à ce moment-là. Et puis si c'est un sujet qui est compliqué, qui est douloureux, qui est politique, c'est pas grave. Je pense jamais au public, par exemple. Le public, vraiment, je m'en fous. Mais un point, je suis très content après de le rencontrer. Mais c'est jamais je me dis tiens, il faudrait faire ça pour leur faire plaisir. Je dis pas qu'on fait de l'art, mais entre l'artisanat et l'art, c'est vraiment un truc. L'artisan, il se dit les gens ils veulent une chaise avec 4 pieds parce qu'ils ont l'habitude, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on va surtout pas proposer autre chose avec un 5e pied, par exemple. Nous on peut s'autoriser à se dire si on a un 5e pied, parfois il y en a que 2, puis la chaise se casse la gueule, mais c'est pas grave. Et toi, Alex, on retrouve un peu ça aussi. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Ça, je crois que c'est une phrase de Charlotte Brontë. Il y a Orlando sur la tuerie, il y a les sirènes. C'est quand même une vision assez sombre du monde. Le dernier album que j'ai écrit, j'avais l'idée qu'il fallait un peu ouvrir les chansons, pas être que dans de l'autobiographie ou des chansons sentimentales, donc je me suis dit je vais écrire sur le monde. Puis les gens me disaient c'est triste, et j'ai envie de dire c'est pas moi qui suis triste en fait. Regardez autour de vous, vous verrez, il a raison. Vous verrez que c'est bien plus triste en plus parce qu'il y a pas de musique derrière et tout ça. Mais c'est pas nous qui avons commencé en plus. Voilà, c'est ça. Mais c'est marrant ce que disait Florence sur, moi j'ai beaucoup pensé à ça aussi, à ce truc entre artisanat et art, et vraiment sans être prétentieux et tout. Il y a vraiment ce truc, parce que des fois il y a ce discours autour de la chanson française où c'est joli, c'est un artisanat et tout ça machin, et moi je me considère pas du tout, et c'est peut-être prétentieux, mais comme un artisan quoi. Un artisan, et c'est formidable, c'est quelqu'un qui fait très bien, mais un chef-d'œuvre, c'est ça qui font les artisans, ce qu'ils savent faire. Moi j'ai l'impression de constamment faire des choses que je sais pas faire en fait.
Oui, et puis l'artisan, il a une idée de départ et son intérêt et son but, c'est que ce soit entre le projet de départ et l'arrivée. Il y arrivait parfaitement. Arriver parfaitement. D'où cette idée de chef-d'œuvre. Nous, la chanson, elle nous emmène ailleurs à chaque fois. Moi, jamais, c'est pareil pour l'écriture de romans, entre l'envie de départ, entre le fantasme qu'on a d'une chanson et son arrivée, mais ça n'a tellement rien à voir. On est surpris. C'est à la fois génial et désespérant. Désespérant, et parfois même on est déçu. On dit, je m'attendais vraiment, ça tellement mieux. Bah non. Mais du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis. Quand tu parles de l'écriture du roman, est-ce que ton process d'écriture, quand tu as écrit ton roman et quand tu écris Freddie Mercury ou n'importe quelle autre chanson, est le même? C'est-à-dire que au début, tu as cette nécessité d'écrire et tu te laisses porter, tu sais pas jusqu'où tu vas arriver? Ou est-ce que sur le roman, tu t'es dit, il y a quand même une autre façon de faire, il faut quand même que je prévoie un peu plus où je vais aller et tout ça? Zéro plan. Zéro plan, tu t'es laissé porter par... tout. Ouais. Non, de toute façon, ça va, le truc, on doit pas le rendre le lendemain. Donc on a le temps de réécrire, on a le temps de se tromper, on a du coup, qu'est-ce qui a fait que t'as voulu écrire un roman à ce moment-là? Oh, j'ai toujours voulu, c'est juste une histoire d'autorisation, encore une fois, parce que pour moi, il y avait les chanteurs qui étaient un truc populaire et que je pouvais faire parce que je venais de ce milieu-là, et il y avait la littérature que mes parents portaient justement en adoration, et pour moi, c'était... même rencontrer un écrivain, ça me paraissait complètement dingue, en fait. Pour moi, ces gens-là étaient vraiment au-dessus de la mêlée et tout. Et c'est quand j'ai commencé à rencontrer de jeunes écrivains, notamment Arnaud Catherine, que je me suis rendu compte qu'ils avaient une fascination pour les chanteurs, et ça m'a un peu, je sais pas si c'est, rassuré. Décomplexé beaucoup, parce que je me dis, tiens, on n'est pas complètement des bons à rien, et puis finalement, des gens qui écrivent des romans incroyablement bien fabriqués peuvent avoir une fascination pour nos petites chansons. Enfin, le nombre d'écrivains qui ont adoré Dominica et qui vont pouvoir vous dire, s'il n'y avait pas eu Dominica, j'aurais pas écrit de roman, par exemple. C'est quand on est chanteur, on s'attend pas forcément à ça. Donc, j'ai mis un petit peu de temps. J'ai toujours écrit des nouvelles, et puis je crois que c'était la peur aussi de me dire. Est-ce que je pourrais tenir jusqu'au bout? Est-ce que il y avait 3 peurs pour l'écriture de roman. La première, c'était si jamais je vais pas jusqu'au bout et que j'ai passé 6 mois à faire que ça. Est-ce que c'est du temps perdu? Est-ce que c'est du temps perdu? Il y a toujours l'histoire du temps perdu, ce qui est un peu absurde. Après, je me dis, si je vais jusqu'au bout, mais que je me rends compte que vraiment c'est pathétique, pareil. Et puis si je vais jusqu'au bout et que je me rends compte que ça a quand même atteint un peu son but, mais que je trouve pas d'éditeur, pareil, c'est difficile. Et puis un jour, je me suis dit, imagine, tu t'autorises à 70 balais d'écrire, et tu te rends compte que c'est vraiment ton truc. T'auras perdu pour le coup beaucoup de temps. Quand on vous entend là, je trouve qu'il y a beaucoup de recul par rapport au sujet que vous abordez. On pourrait se dire en écoutant vos albums, oh là là, c'est des gens qui souffrent de l'intérieur et de la société, et ainsi de suite. Est-ce que c'est douloureux d'écrire une chanson triste? Par exemple, Alex, quand t'écris Je te supplie sur le deuil dont on a déjà parlé, est-ce que c'est pareil que d'écrire sur Orlando où il y a cette tuerie aux États-Unis qui est triste en elle-même mais qui te touche moins? Moi, j'ai toujours dit que j'étais très joyeux d'écrire des chansons tristes, en fait. Et en plus, je suis persuadé qu'il faut pas être, pour les écrire, dans l'état de tristesse qu'on raconte quand on le fait. Parce que moi, j'ai besoin... pas pour faire ton deuil. Non, ça a jamais été une thérapie. On s'en fout de ça. Faut aller voir des psys. Non, moi, quand j'écris une chanson, le premier truc que j'essaye, c'est de faire en sorte que ça soit une bonne chanson. C'est vraiment le premier truc. Après, que j'écrive sur des choses personnelles qui sont un peu douloureuses et tout, bien sûr. Mais quand je me mets à écrire les chansons, j'essaie de me replonger et de me souvenir de la tristesse que j'ai ressentie pour l'exprimer avec des mots. Mais je suis pas dans l'état de tristesse dans lequel je suis. Sinon, les sujets étant tellement parfois intimes et tout, j'ai l'impression que ça virerait à une espèce d'obscénité qui me mettrait mal à l'aise. Il faut que je sois un peu lucide et que j'ai un peu de recul par rapport à ce que j'écris pour pouvoir les grands mots, pouvoir le transfigurer par quelque chose qui soit une vision artistique, quoi, en quelque sorte. Moi, quand j'essaie d'écrire sur des choses du monde, quoi, pas sur moi, souvent c'est 2 ans ou 3 ans après. Quand j'écris une chanson comme Orlando, je sais que sur le coup, avec toute la colère, tout le dégoût, tout ce que je peux avoir je suis incapable d'écrire des choses immédiatement parce que ça serait tout d'un coup très premier degré, très voilà, et j'ai l'impression que je serais pas à la hauteur de l'événement. Moi, je suis toujours très heureux quand je finis une chanson parce que j'ai toujours l'impression que je vais jamais y arriver. On a toujours l'impression qu'on va pas arriver à écrire la prochaine, qu'à chaque fois qu'on a fini, qu'on est un peu content, ou qu'on se dit tiens, ça tient debout. Moi, à chaque fois, j'ai le truc de me dire putain, encore une, mais comment ça va s'arrêter? C'est ça qui est joyeux. Alors, on sait jamais quand la source va se tarir effectivement, mais d'abord, on est dans une action quand on écrit. Donc, je sais pas s'il y a de la joie ou de la tristesse. Je pense que c'est vraiment ce que en philo ils appellent l'ataraxie, c'est pile poil au milieu, quoi.
on oscille entre ces deux sentiments. D'abord parce que ça peut être douloureux parce qu'on n'y arrive pas, parce que quand t'as passé 3 heures et puis t'as 2 phrases à la fin et en plus elles tiennent même pas debout, c'est pas bien. C'est pas très valorisant en fait. On sort de sa journée. Moi, il m'arrive de sortir d'une journée d'écriture. Je me dis mais je suis nul. Et puis le lendemain, je me remets au travail. Puis hop, je trouve une phrase, parfois un mot. Je me dis ça fait plaisir. Mais on peut pas s'auto-émouvoir en fait. Mais même quand on est sur scène, on peut pas se regarder. Enfin, c'est éviter la complaisance en fait. Ça permet ça. Je sais pas toi, mais moi je pense toujours qu'il faut porter aux gens l'émotion que contient une chanson, les sentiments qu'on a voulu donner, mais c'est pas être ému soi-même qu'il faut en fait. Non mais Rostropovitch il disait ça à ses élèves. Il y a un élève qui jouait très bien, je sais pas quel truc de Bach, et qui était un truc très triste. Et Rostropovitch lui a dit mais c'est pas toi qui dois être triste, c'est la personne qui t'écoute. Et pour ça, il faut que tu portes la tristesse. Et il y a un vrai truc là-dedans. Et de la même façon, écrire des chansons sur des événements très intimes ou très dur, je trouve qu'il faut être dans un état de recul et dans un truc qui permet d'éviter cette complaisance-là. Moi, j'ai toujours peur de la complaisance en chanson, en fait. Surtout quand on écrit sur des choses qui nous sont, qui nous importent un peu, quoi. Et est-ce que c'est pour éviter la complaisance que les histoires d'amour de tes chansons, elles sont plutôt vachardes? Non, mais ça, c'est parce que je suis pas un personnage très recommandable non plus. Non, mais que je trouve ça bien parce que les chanteurs, quand même, ils ont toujours tendance à se présenter comme des gens formidables. Et moi, j'ai trompé beaucoup de gens, j'ai été menteur, j'ai été lâche et tout ça. Et j'aime bien que la chanson soit l'endroit où on raconte ça. Moi, ça me gonfle. Il y a plein de chanteurs, je vais pas dire qui, mais non, mais il y a plein de chanteurs qu'on rencontre dans la vie, qui se présentent, vous voyez ce que je veux dire, comme ah là là, des garçons sensibles et tout. On a tellement souffert et tout, puis on se rend compte qu'en fait, je préfère qu'il y ait un tout petit, même si c'est pas le truc le plus important, qu'il y ait un tout petit fond de sincérité dans la façon dont il se présente à travers ses chansons. En tout cas, si on fait de la chanson autobiographique. Et moi, des fois, je suis sympa, quand même. Mais moi, j'aime bien raconter. Après, moi, aussi le déluge, on est un peu plus. Ouais, mais c'est bien de raconter ces choses-là, de raconter qu'on n'est pas forcément des gens formidables, que c'est pas parce qu'on est chanteur qu'on est des gens sensibles et merveilleux et tout ça. Moi, j'aime bien que ça raconte ça, sans sombrer dans un truc qui parfois peut me gonfler un peu. Même chez un type que j'admire infiniment comme Gainsbourg, c'est tomber dans l'ironie systématique ou dans le second degré systématique. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'être un tout petit peu, voilà, de raconter des chansons d'amour, mais qui sont pas forcément dans l'idylle ou dans la perte et le deuil et tout ça, quoi. Je voudrais revenir un instant sur la difficulté qu'on peut rencontrer en écrivant des chansons. Florent, tu disais tout à l'heure que tu passais parfois beaucoup de temps à écrire juste 2 phrases qu'au final tu trouvais nulles. Et à l'inverse, dans une interview, tu disais que Freddie Mercury t'était venu très rapidement. Est-ce qu'avec votre expérience maintenant, vous avez des techniques pour débloquer l'inspiration et combien de temps ça vous prend en moyenne pour écrire une chanson? Moi, par exemple, sur mon premier album, une chanson qui s'appelle Le terrain de sport, j'ai mis un temps infini à l'écrire. Je me suis mis trop de pression, ça peut être ça aussi. J'ai commencé à écrire le premier couplet et le début du refrain. J'arrivais pas à aller plus loin. J'avais l'impression que c'était ce que j'avais trouvé, c'était miraculeux par rapport à mes capacités d'écriture. Donc je me disais c'est fou. Je pense que c'est ce que j'ai écrit de mieux. Je dis pas que c'est excellent, mais je dis que c'est ce que j'ai écrit de mieux jusqu'au jour, voilà, au moment où je couche les phrases. Et en me disant ça, en plus je fais la connerie de j'avais des amis avec moi, puis je leur dis j'ai un début de chanson et tout le monde me dit ça va être vachement bien. Et ça m'a mis une pression de dingue et je n'arrivais pas à la terminer. J'avais l'impression que j'allais me décevoir, les décevoir et j'ai dû mettre 6 mois pour l'écrire. Et finalement j'ai réussi, mais oui, il faut pas, dès qu'on commence à se poser des questions, ça devient très douloureux. Mais après non, je pense il y a des chansons qui sont peut-être parfois plus difficiles à écrire parce que peut-être qu'on en attend trop, mais c'est capturer des, je sais pas comment dire, je pense souvent à la métaphore de la pêche à la ligne, mais c'est écrire des chansons, c'est rester au bord de l'eau, puis t'attends, parfois il y a des poissons, parfois il y en a pas, et faut pas s'inquiéter plus que ça. Et parfois, c'est vraiment pas le jour, il faudrait faire autre chose. Moi, de plus en plus, je m'autorise à faire autre chose, si ça vient pas. Mais avant, je restais vraiment comme un enfant à qui on demande de terminer son assiette. Tant que t'as pas fini, tu restes à ta table d'écriture, mais ça, je le fais plus. Mais ça m'est arrivé, de rester 5 heures, et c'était tout ce que je sortais, c'était tellement mauvais, et plus parfois on insiste, plus c'est mauvais. C'est effrayant. Parfois de se relire le lendemain, ça peut être très déstabilisant pour ça. Moi, ce qui me prend beaucoup de temps, c'est d'écrire des musiques, parce que je suis sans doute beaucoup moins un musicien et compositeur, et voilà, donc ça me prend du temps, et ça m'emmerde vraiment. Moi, la phase de l'écriture, ça m'emmerde. Quand je trouve des trucs, je suis content, mais vraiment, c'est très laborieux chez moi, et voilà. Et comme j'ai besoin de musique pour écrire le texte, moi, j'arrive jamais à écrire un texte à plat, voilà.
T'as la musique avant de... Toujours, systématiquement. De temps en temps, j'ai fait le contraire et je trouvais que c'était pas bien. Mais même quand j'ai écrit pour d'autres gens, j'ai écrit des chansons. Par exemple, quand j'écrivais des chansons pour Julien Clerc, qui me demandait des fois il me filait des musiques, puis des fois il me disait ce serait bien que vous me filiez un texte. Généralement, j'écrivais une musique, j'écrivais le texte dessus, je virais la musique, puis je lui filais le texte. Ou j'écrivais sur une chanson déjà connue. Voilà. Une fois que j'ai la musique, je mets du temps et ce temps-là, c'est marrant, ce truc de la pêche à la ligne, il me permet d'y réfléchir comme ça, sans y penser. Tu vois ce que je veux dire? Mais à partir du moment où je me dis je vais écrire la chanson, c'est-à-dire en écrire le texte pour qu'il y ait un truc fini, ça me prend 3 heures en gros pour finir quelque chose, et mis à part 2-3 trucs que je corrige généralement, voilà. Et si je trouve ça pas bien, j'assiste pas. Moi je jette. Déjà ça m'amuse pas, et puis je me dis ça veut dire qu'il fallait pas la faire, ou que je suis pas bon pour la faire, et donc je suis déjà tellement pour écrire les musiques, puis je me dis que si les textes en plus c'est pénible, ah non, alors là vraiment j'ai quand même besoin d'avoir un peu d'estime de moi. Donc moi soit elle est finie en 3 heures vraiment, c'est ça le texte, hein, une fois que j'ai fait la musique pendant 6 mois, soit je jette. Moi je jette énormément de trucs. Tout à l'heure, vous disiez que vous réfléchissiez pas au public. Est-ce qu'il y a quand même dans l'écriture une recherche de quelque chose d'universel, à un moment où vous dites oh là, en fait, est-ce que ça m'intéresse que moi? Par exemple, dans De Justesse, moi je suis père et un père anxieux. J'ai l'impression que t'as écrit la chanson pour moi, je te le dis. Est-ce qu'il y a un moment où vous dites il y a quand même des choses pour aller attraper le sujet qu'on doit partager avec les autres? Tu vois, la chose la plus mystérieuse sur mon dernier album, c'est de parler de la chanson de Freddie Mercury. Je sortais de l'écriture de mon roman, donc j'avais ce que j'appelle le muscle de l'écriture, parce que j'y crois beaucoup à ça. Et puis j'avais commencé l'écriture des chansons, donc un format très très différent, avec la versification, tout ça. Et je voulais faire une sorte de pause. J'avais écrit, je sortais d'une période où j'avais écrit 5-6 chansons, et j'avais donc la moitié d'un album, et j'avais plus tout de suite le désir d'y retourner. Donc je me dis, je vais faire une pause, et puis j'ai commencé à écrire ce souvenir, sans savoir trop ce que j'allais en faire, en me disant peut-être que ce sera une nouvelle. Je voyais pas comment je pouvais en faire un roman, mais en tout cas je dis c'est juste pour moi, voilà, je vais l'écrire comme ça. Et puis j'ai eu besoin, je fais ça souvent en écriture même de roman, pour vérifier si le souffle dans l'écriture est le bon. Je me mets au piano et je fais comme une lecture musicale, en fait, je parle le truc, mais c'est vraiment un truc à moi, je vais pour vérifier, quoi. Et puis je trouve cette musique, et avec 3 pauvres accords, mais c'est 3 accords, ça fonctionnait. Et je me dis, ça se trouve, ça pourrait être une chanson sur l'album, mais j'ai quand même demandé, mes amis proches. Je me suis dit, mais en fait, qui ça va intéresser? Et je me suis vraiment posé la question, et je me dis, je le fais très très égoïstement, je pense que ça peut intéresser personne. Et il se trouve que c'est la chanson qui a le plus marqué des gens. Donc on peut pas vraiment savoir, en fait. C'est fou ça, t'as ce texte qui est très beau, t'as ces accords, et toi tu te demandes si... pour moi, c'est mon souvenir. Donc, en fait, pour le coup, effectivement, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut mettre ça sur l'album? Parce que c'est un truc personnel qui peut pas intéresser les gens. Il y a peut-être trop de détails dedans, personnels, pour que ça puisse faire écho. Et en fait, mais non, au contraire. Non. Je suis persuadé que c'est souvent c'est quand on est le plus personnel dans des choses que sans s'en rendre compte, on atteint l'universel. Peut-être parce qu'il y a une nature humaine ou quelque chose profondément. Alors là, on parlerait de choses un peu ontologiques, mais qui font que les gens se retrouvent dans des choses, voilà. Sur ce truc-là, moi, je le fais pas exprès, forcément, mais quand tout d'un coup, un chanteur dans une chanson, par une phrase ou 2 phrases, arrivait à exprimer un sentiment que moi, j'avais essayé de m'exprimer à moi-même sans y arriver. Tu sais, c'est le truc où on te dit, voilà, quand des gens après un concert me disent, c'est marrant parce que ce que vous avez dit là en 2 phrases, c'est exactement ce que j'essaie moi de m'exprimer sans y avoir réussi. Je trouve que c'est vraiment le compliment le plus joli qu'on puisse faire. Je l'ai vécu. Je crois pas qu'on le fasse exprès. Ah bah non. Je crois que ça arrive de façon. Alors on fait pas exprès quand même. On essaie de bosser, de bien faire notre travail, d'écrire, de se dire que la poésie, c'est sans doute. Moi j'aime bien cette idée que la poésie c'est la précision du langage. Voilà. C'est que tout d'un coup, quand vous voyez Souchon ultra moderne solitude, quand on arrive à coller 2 trucs ensemble et que ça exprime des sentiments très compliqués, mais de façon extrêmement concise. Et quand quelqu'un me dit que j'ai réussi ce truc-là, je trouve que, en tout cas en termes de texte, c'est le truc le plus beau qu'on puisse me dire. Et je suis persuadé que plus on est personnel, souvent, moi je me suis aussi... Mais comme Florent n'a pas posé la question, parce que c'est horrible ce qu'on dit, mais moi aussi je m'en fous du public. Mais je pense qu'il faut s'en foutre en plus. Parce que sinon on fait des choses dont on pense que les gens les attendent et c'est pas intéressant. Mais c'est vraiment sur les trucs les plus personnels que j'ai écrits. Ou comme Florent, je me suis dit, vraiment, à part moi et les quelques personnes qui connaissent l'histoire ou qui me connaissent, qui vont choper les références. Mais parce que même quand on a écouté des chansons, il y a pas longtemps, on l'aimait beaucoup tous les deux. Il y a un chanteur qui s'appelle Murat qui est mort, qui avait des chansons, certaines chansons dont on peut considérer que les textes étaient quand même assez sibyllins, mais comme on sent qu'il y a là-dedans quelque chose de personnel et tout, on finit par se raccrocher, se raconter son histoire dessus, et c'est ça qui est beau dans ces chansons-là. C'est nourri, c'est très incarné, donc c'est quelque chose qui on se paraît. Mais par exemple, ta chanson, je suis un souvenir, c'est des choses personnelles.
Complètement, oui, Et- c'est vraiment et c'est un enchaînement Et de choses pourtant, personnelles, ouais. sur plein de trucs, de moments, on se dit, j'ai vécu forcément la même chose, mais j'ai vécu des choses similaires. Et c'est pour ça que ça touche, en fait. Et par exemple, Alex, quand dans certaines de tes chansons, tu utilises le toi, tu genres pas la personne en face. Mhm. C'est plus parce que dans ton vécu, il y a des hommes et des femmes Ouais. dans ton lit, ou est-ce que c'est parce que tu te dis, si je fais ça, n'importe qui peut recevoir la chanson? Peut-être le seul endroit où je pense au public, moi je me cache pas du tout de coucher avec des garçons, de coucher avec des filles, d'être avec des garçons, d'être avec des filles. Et d'ailleurs je le dis quand je parle des chansons, mais le seul truc sur lequel peut-être effectivement je pense au public, c'est que moi j'ai toujours fait attention, pas du tout à cultiver une ambiguïté, parce que moi, voilà, là en conversation j'en parle. Oui, sinon je te Mais- l'aurais pas outé, Non, moi. voilà, non, bah oui, bah, ça fait longtemps que c'est fait. Mais il y a quand même cette idée que j'aime bien. Mais peut-être parce que j'imagine les gens qui sont de l'autre côté, qui longtemps ont eu que des chansons hétéronormées dans lesquelles on leur racontait des choses où ils pouvaient pas se... Voilà. Et puis c'est un exercice, c'est le bordel, hein, parce que quand même il y a plein d'adjectifs où ça Ah marche oui. pas. Oui, c'est ça, parce que après, Mais quand moi tu mets j'essaie le constamment. texte, il Alors c'est pour ça que je dis tu déjà, parce que ça évite d'avoir justement de genrer la personne qui est l'objet de la chanson. Et oui, il y a même des... C'est con parce qu'il y a des mots que j'aime bien, mais il y a plein de mots dans des chansons d'amour que je me suis interdit parce que ça marchait pas. Et même quand j'écris les textes, quand on le faisait pour les livrer avant, je me rappelle que j'avais un truc où j'avais mis un E dans un adjectif et pas à l'autre, pour qu'on puisse se dire c'est un garçon et une fille, mais il y a vraiment cette idée, voilà, c'est le seul truc peut-être sur lequel je pense au public, c'est d'essayer d'être un peu inclusif. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Dans vos œuvres, il y a aussi la notion d'album concept qui revient un petit peu comme si on devait raconter une histoire au-delà de l'histoire. Florent, le premier qui a accroché beaucoup de monde, c'était Rio Baril. Est-ce que tu peux le pitcher pour les gens qui ne connaissent pas? Comme je disais au début, moi le starter, le moteur de l'écriture, c'est beaucoup le lieu. Et après, j'avance, chemin faisant comme ça, sans me poser trop de questions. Il se trouve que je considère un album comme un moment de ma vie. Et tout d'un coup, le monde se divise en deux. C'est ce qui appartient à l'esthétique, en tout cas de l'album ou le lieu, et ce qui n'y appartient pas. Là, j'ai eu envie de parler du milieu rural, du Berry, de faire l'analogie entre la vie au village et les westerns. Je crois qu'il y avait ce truc-là qui me plaisait bien, de parler de la maladie mentale, parce que c'était aussi dans ma vie à ce moment-là. Et puis j'ai une fascination, comme beaucoup de gens, pour les faits divers. Donc c'est tout ça, mais c'est inconscient, en fait, c'est-à-dire qu'on commence à... Voilà, j'ai la première chanson de l'album, donc l'album s'appelait Rio Baril, et donc ça se passait dans un village imaginaire, qui était en fait un peu mon village. Et j'ai écrit la première chanson, ça s'appelait Rio Baril, où je décrivais le village, ça me permettait d'y être. Et une fois que j'étais rentré, j'y reste durablement pendant 6 mois, où j'écris les chansons. D'ailleurs, j'ai écrit entièrement cet album à la campagne, à côté du village que je décrivais. Mais alors, je sais pas, j'ai un peu de problème avec le mot album concept, parce que c'est comme si c'était prémédité, comme si on avait un plan, mais ça s'impose. Je fais pas une collection de chansons. Je t'ai pas dit, je vais raconter une histoire, on va là, ça se terminera avec une arme à feu, mon but c'est de raconter non, j'aime bien son destin. J'adore être surpris, moi. Ouais. Mais c'est comme dans l'écriture de romans, je sais pas ce qui va se passer, et je me mets à ma table d'écriture, et je me dis, ah tiens, je pensais pas que mon personnage irait là. J'avais quand même l'envie d'avoir un personnage et de le suivre durablement sur 25 ans. Mais je m'interdis rien, je me dis pas, enfin je me dis, bah si je parviens pas, si je me suis dit, bah j'aimerais bien que le personnage traverse 25 ans, mais si tout d'un coup je me rends compte qu'en fait il faut 10 ans ou même moins, bah ce sera moins, c'est pas très grave en fait. Le trajet après qu'on effectue en écriture et tout, et c'est ce qui est le plus important, mais après c'est juste on se donne un point de départ avec une sorte d'objectif. Cet objectif-là, on l'atteint jamais, et puis au contraire, c'est l'album, c'est le roman qui vous rattrape, qui vous dit ce qu'il faut faire en fait, c'est lui qui vous indique le chemin. Nous on n'est pas maître à bord en fait. Et toi, Alex, il y a les gens dans l'enveloppe. Oui, mais ça c'est pas moi. Enfin, je veux dire, c'est parce que c'est Isabelle Monin qui a écrit un bouquin et que moi, à un moment donné, je lui ai dit, ce serait formidable de rajouter des chansons là-dessus, mais À la base, je crois qu'elle achète une enveloppe dans laquelle il y a des photos. sur eBay, je crois, dans lequel il y a des photos de famille et elle me raconte son projet. Ces photos, elle sait pas qui sont ces gens, comme elle est à la fois journaliste et écrivain. Elle va se dire, partant de ces photos, je vais écrire un roman, une fiction où j'imagine leur vie, et dans un deuxième temps, je vais faire une enquête, et la deuxième partie de mon roman sera une enquête où je les retrouve et où je vois entre la fiction et ce qui leur est vraiment arrivé, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et moi, je lui dis, c'est super, faut rajouter des chansons, mais parce que ça, c'est parce que c'est moi. Moi, j'écris que des chansons, quasiment, et un peu de musique. Et donc, comme je fais que ça, par contre, j'ai un truc assez fourbe de me dire, il faut en foutre partout.
Faut en mettre dans les films, faut en mettre au théâtre, faut en mettre dans les livres. Enfin voilà. Moi, je fais que ça, mais par contre, j'aime bien l'idée que les chansons, elles peuvent aller partout. Et très vite, je lui ai dit, vas-y, viens, on fait des chansons et puis on fera chanter des vraies chanteuses ou des vraies actrices pour la fiction, puis on fera chanter les vrais gens quand il les aura retrouvés pour ce qui est de la partie enquête, investigation. Et voilà. Mais là, le concept, il m'était déjà offert par Isabelle. Si on parle de mes albums à moi, ils ont fini par devenir conceptuels, mais parce que c'est tout le temps la même chose, mes albums, en fait. Peut-être qu'ils ressemblent un peu, de ce point de vue-là, aux albums d'un chanteur que moi j'adore, qui est Étienne Dao. En gros, mes albums avec des trucs au milieu qui passent, ça raconte toujours une histoire d'amour du début à la fin. Mais tous mes albums, ça commence par l'idylle, ça finit par une chanson de rupture. Voilà. Et bon, c'est pas génial, hein, comme idée, mais comme on disait, on s'en fout des histoires, l'important c'est comment on les raconte. Mais je crois que si on prend tous mes albums, c'est ça, que la rupture se finisse par le deuil ou par voilà. Mais ça raconte quasiment tous, même le dernier où j'essaie un peu plus de m'ouvrir au monde, en fait, on revient tout le temps sur ces vieux trucs, quoi. Oui, mais on peut raconter tout le temps la même chose, mais on change d'angle avec la caméra, en fait. Ouais, c'est ça. C'est juste comment ça à on le chaque fois. raconte, bien sûr. Puis il y a l'esthétique qui compte. C'est que tout d'un coup, on a des envies aussi d'arrangement, de sons qui sont d'un album à l'autre, heureusement, différents. À part Brassens, je vois pas d'autres contre-exemples. Brassens s'est jamais laissé, il a toujours eu la même esthétique. Oui, ça la même équipe, et puis ça la n'a même pas dévié. façon de, voilà. Sans qu'on puisse s'ennuyer, je sais pas comment il a fait, parce que sinon c'est vrai que ce qu'on aime, moi ce que j'aime chez les chanteurs et les chanteuses, et ce que j'aime faire aussi, c'est de jamais porter le même vêtement. Ouais, toi tu disais que t'aimais bien David Bowie parce que tu trouvais que chaque album se répondait un peu et que ça construisait quelque chose d'esthétique. Et toi, Alex, je crois que c'est les Inrocks qui disait Alex Bopin, comme à chaque fois, a renouvelé, fait un renouvellement sonore de son album. Est-ce que vous vous dites le dernier était comme ça, donc je dois aller ailleurs, ou c'est vraiment une ouais, moi en intuition? tout cas, je suis très attaché au fait que j'ai jamais travaillé avec le même arrangeur, enfin la même personne qui produit l'album deux fois. Autant sur scène, j'ai une vraie loyauté par rapport aux gens qui m'accompagnent et tout, et que ça fait longtemps que j'ai le même guitariste, la même violoncelliste, etc. Autant sur les albums, déjà je les prends pas exprès parce que on se connaît trop. Je les prends plus sur des projets parallèles où j'ai eu besoin d'être un peu épaulé, quoi, des musiques de films par exemple et tout ça. Sur les albums, j'ai vraiment été attentif à tout le temps avoir des réalisateurs différents et à tout le temps leur proposer une méthode de travail différente, que ça soit on part 12 jours à ICP à Bruxelles dans un vrai studio, ou non, on va faire ça pendant 1 an et on se verra 2 fois par jour. J'aime bien cette idée que le terrain de jeu, il soit pas le même à chaque fois. C'est jamais, évidemment, au bout du compte, le plan qu'on avait, qui était machiavélique, est jamais le bon. Enfin, c'est jamais ça. Sur le dernier, je m'étais dit, on va pas du tout mettre de cordes et du coup, on va trouver autre chose. Bon, j'ai réussi à résister au fait d'avoir des arrangements de cordes parce que j'aime beaucoup ça. Mais quand même, ça finit par en être d'une autre façon. Mais moi, j'aime bien cette idée. Déjà, j'aime bien l'idée de lâcher un peu la bride sur mes albums. Je suis sans doute beaucoup moins musicien que Florent et arrangeur, parce que lui, il sait faire ça vraiment. Je me présente comme chanteur, donc auteur, compositeur, chanteur, un peu paresseux. Et j'aime bien l'idée que, tenez, je vous file des chansons, puis vous les habillez vous. Bon, puis après, au bout d'un moment, je peux empêcher de dire oui ou non. Mais ouais, j'aime bien l'idée que ça soit différent à chaque fois de ce point de vue-là. Est-ce que c'est pour pas t'ennuyer aussi ou... Bah c'est parce que j'aime bien être surpris, parce que comme c'est mes chansons, déjà je les ai écrites, tout ça, voilà. J'aime bien les filer à des gens et puis voir ce qu'ils vont en faire. Ça m'énerve généralement, voilà. Puis des fois je suis surpris, je trouve ça super. Mais comme chanteur, en fait, j'aime bien faire un peu ma diva. Je suis porteur de projets sur d'autres trucs. Je suis responsable quand je fais des musiques de films, sur plein de trucs. Je suis vraiment responsable quand je décide de faire un album pour Françoise Fabian. C'est moi qui, voilà. Comme chanteur, j'aime bien. Par exemple, j'ai encore une maison de disques, comme avec un contrat d'artiste, comme on dit, parce que j'aime bien l'idée que là. Voilà, moi j'écris les chansons et vous les arrangeurs vont les habiller et puis la maison de disques va s'occuper de la promo et puis voilà. Il y a un truc où c'est le seul endroit où j'aime bien être un peu irresponsable. Et en vrai, on en a déjà parlé beaucoup avec Florent. En vrai, je le suis pas parce que je peux pas m'empêcher de demander combien coûtent les choses. Enfin voilà, je suis quand même très attaché à être un peu sur le projet, sur tous les aspects du projet. Mais il y a quand même ce truc-là, ouais. C'est une condition assez confortable, effectivement. Moi, ça s'est fait un peu par hasard aussi, le fait que je sois presque au bout d'un moment obligé aussi de produire moi-même mes disques. Mais en tout cas, je pense que les albums, ils se font à chaque fois un nouvel album, il se fait en réaction au précédent. Oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a envie de manger tous les jours la même chose? Je suis pas certain. Il y a des gens qui mangent tout le temps la même chose et ça leur pose pas de problème. Brassens, il faisait de manière absolument géniale tout le temps la même chanson. Moi, j'ai besoin à chaque fois d'être excité par quelque chose que j'ai pas pu faire avant. En fait, c'est d'avoir des nouveaux jouets. En fait. Oui, et puis des chanteurs comme nous. Alors ça vient de chanteurs qu'on a écoutés, parler de David Bowie évidemment, mais on a quand même ce fantasme de gens beaucoup plus grands que nous. Mais je crois que un type comme Alain Bachung, par exemple. Ouais.
que l'exemple de même Gainsbourg, hein, qui allait tout le temps voir, qui essayait en tout cas d'aller faire des choses différentes. Fatalement, c'est un truc qui nous excite parce que on n'arrivera pas forcément à être aussi doué, aussi géniaux qu'eux, mais on cherche ce truc. C'est vrai, ce truc de réaction. On parlait de Scheller. Scheller, il a passé son temps à faire ça. Oui, entre les pianos solo, puis après il sort Albion, tout ça, cet album, on comprenait rien. Enfin, on comprenait rien, c'était génial, mais moi j'aimais cette idée-là. Il y avait d'un coup, cette prise de risque, c'est fascinant. Oui, mais parce qu'on est ennuyé, à part Brassens, t'as raison. Peut-être Charles Trenet aussi, il y a des gens comme ça qui ont trouvé une forme et qui l'ont gardé jusqu'au bout et de façon assez géniale. Mais moi, quand les autres chanteurs ou chanteuses sortent tout le temps le même album, je peux aimer ça, mais au bout d'un moment, je m'ennuie, quoi. Est-ce que c'est ce qui t'amène aussi des fois à faire des choses un peu farfelues comme reprendre Ophélie Winter ou Aladdin? Aladdin, moi, c'est une de mes chansons préférées, Prince Ali, c'est pour ça que je l'ai reprise. Moi, j'ai pas beaucoup de second degré sur les chansons. Je peux avoir très mauvais goût, ça me pose pas de problème. Et quand j'ai l'impression que je peux proposer quelque chose sur une chanson, bon, Ophélie Winter, en l'occurrence, j'ai réécouté il y a pas longtemps, c'était vraiment raté. J'ai vraiment fait un truc, c'est abominable. Mais il y a 2-3 trucs qui m'ont amusé à faire. Une reprise d'Ouragan que j'avais faite, par exemple, que je trouvais, voilà. On peut tous chanter sur des conneries dans des soirées et puis aimer profondément des chansons dont on peut juger qu'elles sont abominables parce que les chansons, c'est ça aussi, même quand elles sont c'est le statut même de la chanson, oui, à la différence du on va prendre la littérature ou même le cinéma. Une chanson, je pense par exemple au Démon de minuit ou même chanson de Stéphanie de Monaco qui nous ont émotionnellement porté quand on était môme à vie. À chaque fois qu'on réécoutera les premières mesures, on va revivre justement ce moment-là, on sera extrêmement ému. Alors, à la différence d'un film qu'on peut avoir adoré à 15 ans ou d'un roman, en général, l'émotion, elle est plus intacte. C'est la chanson, c'est intact, en fait, c'est complètement fou. Oui, parce qu'une chanson peut être très mauvaise. Et je sais que dans les trucs que j'ai repris, il y a peut-être des chansons dont même moi, je pourrais considérer, si je les écoutais aujourd'hui, je veux dire, elles sont très mauvaises. Mais l'impact émotionnel est tellement immédiat et tellement généralement lié à une période de notre vie et tout, que c'est la chance des chansons. Même si elles sont très mauvaises, il y a des chansons auxquelles on restera attaché à vie, alors qu'on n'aurait pas forcément été amené à les aimer parce qu'elles nous ramènent à ça. Et on pourra pas les partager avec d'autres générations. Je prends l'exemple de ma grand-mère adorait chanter cette chanson, il me fait poète, j'ai fait poète, elle trouvait ça extraordinaire. Et moi, je restais à la porte. J'avais pas les clés pour recevoir l'émotion de cette chanson. Je comprenais qu'il y avait une histoire derrière, peut-être qu'elle avait été amoureuse, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je restais à la porte. Je vois pas, ça me fait aucun effet. Vous avez tous les deux parlé de musique de film. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans l'exercice? Comment vous abordez un film quand vous devez en faire la bande originale? Moi, ce qui me plaît, c'est un truc de cinéphilie, parce que j'ai regardé des films assez tôt, que j'ai beaucoup aimé ça, le cinéma, que j'ai très vite été très ému par certaines bandes originales, donc il y avait évidemment le fantasme d'approcher ça. Après, moi, j'ai mis beaucoup de temps à savoir le faire, j'ai l'impression. Les premiers trucs que j'ai fait, c'est parce que j'avais un ami qui s'appelait Christophe Honoré, qui a été assez gentil parce qu'il connaissait la musique que j'écrivais pour mes chansons, pour me proposer son premier film. Il a repris des chansons de ton premier album. Alors après, il a fait les chansons d'amour, qui était une comédie musicale, mais avant, j'avais fait un truc qui s'appelait 17 fois Cécile Cassard, où il y avait de la musique que j'avais pas fait tout seul, que j'avais fait un groupe qui s'appelait Lily Margot, parce que tout seul, à l'époque, j'en aurais été bien incapable. Alors moi, le truc des musiques de film, il y a 2 trucs. J'en ai fait pas mal, mais j'ai l'impression que ça fait pas longtemps, que ça fait 5-6 ans que je sais vraiment le faire. Toujours ce truc de pas être artisan, mais alors là, ça m'emmerdait par contre, parce que j'ai ramé quand même. J'ai été aidé par des gens aussi, qui étaient capables d'arranger, de faire des choses beaucoup mieux que moi. Maintenant, je sais à peu près le faire tout seul. Quand je fais une musique de film, j'essaie d'être très au service du réalisateur. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver un truc qui lui convienne à lui et qui me convienne à moi. C'est-à-dire que je suis incapable de répondre aux desiderata d'un réalisateur si je trouve que sur le film c'est pas bon, ou si je trouve que la musique qu'on me propose de faire, elle me convient pas, enfin je veux dire, je la trouve mauvaise ou voilà. Après moi je suis un peu limité parce que je suis pas du tout un mercenaire de ça. Moi il y a des films que j'ai refusés parce que je disais non, ça je sais pas faire. Il y a un type de musique de film que je peux écrire et que maintenant je peux écrire tout seul, donc je suis content, j'ai bien travaillé, mais il y a plein de trucs que je suis incapable de faire. Donc ça reste quand même pour moi un truc d'impulsion, d'envie et puis ça peut être très très chiant. Il y a des projets sur lesquels ça a été très pénible et puis d'autres sur lesquels ça a été miraculeux, mais il y a pas longtemps, j'ai fait une comédie d'un garçon qui s'appelle Thierry Cliffat qui va sortir là, et je disais alors il y a Fini Ardent, Kassovitz, c'est un truc de braquage, il pensait à Sidney Lumet, à des trucs comme ça, même à Blake Edwards, je disais on va faire une musique de Mancini. Bon, au bout du compte, c'est une musique d'Alex Bopin, donc ça va chercher sur Mancini, mais ça finit toujours par me ressembler, ce qui est désespérant. Moi, je sais que j'avais été très marqué
sur ma première musique de film qui était À moi seul de Frédéric Vidot, et Frédéric m'avait dit cette phrase que j'ai retenue pour la suite: tu vas voir, une musique de film, si elle fonctionne et si on la garde sur une scène, c'est pas toi qui décide, c'est pas le réalisateur, c'est pas le producteur, c'est le film. Et il y a un moment donné, si on est tous assez honnêtes, ça s'impose. Et moi, j'aimais bien cette idée-là, d'abord de travailler en équipe avec un autre créateur qui est le réalisateur, puis aussi le monteur, et de regarder cette alchimie-là, cette magie, de voir une musique qui nous est aussi directement inspirée d'une image, de l'esthétique. Moi, la première fois où j'ai justement sur ce film-là, où j'ai lu un scénario, je sais pas comment on faisait, j'ai commencé à faire des mélodies, des maquettes. Et puis une fois qu'ils avaient monté le film et qu'ils avaient tourné le film, ça marchait plus du tout. C'était pas du tout ça. Mais oui, bien sûr, c'est génial ça. Et on s'est travailler à l'image. Sinon, oui. ça c'est marrant. Moi, qui suis très mauvais lecteur de scénario, au début j'avais ce fantasme aussi. Et puis les réalisateurs ont ce fantasme Bien aussi, sûr. parce qu'ils disent si on avait, parce que Morricone faisait ça avec Léon, alors ça va sur des trucs et tout. Si on avait le thème pour le tournage, ce serait génial et tout. Moi, à chaque fois que j'écris un truc avant, je regardais les images, je faisais ouais, d'accord, on n'est pas du tout dedans. Mais sur ce premier film, j'avais même ce truc quasiment dingue. Je demande ce qu'il faut pas forcément faire au réalisateur, s'il y a des instruments qu'il aime pas ou qu'il voit pas pour le film. Et il me dit oui, alors les cuivres et le piano. C'est un peu con pour toi, ça, quand même. Et donc là, je me dis, je vais prendre guitare, j'imaginais des chœurs et tout, et j'essaye sur l'image, ça marche pas du tout. J'essaye plein de trucs, à chaque fois, je trouve que c'est nul. Et puis, je me dis, mais je sais pas pourquoi, je sens, c'est pas par esprit de contradiction, je sens qu'il faudrait du piano et des cuivres. Et là, je commence à créer des morceaux pour piano et cuivre. Et là, c'est, le réalisateur, tout de suite, Frédéric, a dit, t'as raison, c'est ça qu'il faut, en fait. Et il me dit, je pensais pas que j'aimerais un jour les cuivres, mais parce que je les ai fait de manière un peu plus funeste, c'est pas lui l'imaginer cuivre, big band, machin, etc. Et moi, ça me fascine, comme on est encore moins maître à bord. Mais est-ce que vous avez quand même l'impression d'être raconteur, parce qu'on voit ces vidéos sur YouTube où le gars prenne Shining, puis mettre une musique de comédie et ça change totalement l'ambiance de ce qu'on voit, ou tu peux mettre Terminator en romance si t'as la bonne musique. Est-ce que quand même vous vous dites je contribue à raconter? Oui, fatalement. Alors il y a toujours ce gros cliché qui est de dire la musique est vraiment un personnage du film. Bon, je crois pas beaucoup. Mais s'il a raison, Florent, c'est quand ça marche, on le sait tout de suite, on le voit, ça s'impose. Je sais pas si on est raconteur. Je pense que pas tous, mais on peut faire un peu peur aux réalisateurs parce qu'ils ont toujours cette idée qu'il va y avoir un sous-texte avec la musique, quelque chose qui va leur échapper. Le seul auteur, au sens où il perçoit des droits d'un film, à part le réalisateur scénariste, c'est le musicien. Hein. Donc là, il y a un truc où ils se disent putain, il y a un autre auteur que moi qui en plus évolue dans un domaine où moi j'ai pas forcément la technique pour aller voilà. Donc ça généralement ça leur fait peur, ouais. Est-ce qu'on raconte quelque chose? Moi j'essaie quand même au maximum de raconter ce que le réalisateur aurait envie de raconter, parfois de le surprendre avec un truc où il dit tiens oui, je veux bien raconter ça finalement sur cette scène. Après moi j'ai un autre truc, je sais pas si tu le fais, mais systématiquement sur une musique de film, je me dis toujours tiens, essayons d'enlever la musique. Et des fois ça fonctionne et je lui dis mais vraiment plus je peux en enlever, plus je lui dis tu vois, regarde, il y a pas besoin en fait. Et quand il y a besoin, toujours cette idée de la nécessité en fait. Et moi je suis con parce qu'en termes de droits d'auteur c'est une vraie connerie. Bien sûr. Mais plein de fois je leur ai dit non mais attends, regarde, c'est super bien, hein, ça marche et tout, évidemment, c'est les synchros elles sont super et tout, mais enlève. Quelle maturité tu as. Et quand c'est mieux, oui, mais ça c'est une façon de les fidéliser. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme quand t'es vendeur de fringues et tu dis monsieur ça vaut pas du tout cette voilà, tu lui vends 2 chemises derrière généralement. C'est vrai. Voilà. T'as raison. Moi encore une fois sur ce premier film où j'ai appris beaucoup de choses, il y avait la première scène qui se passe, une course qui dure 2 minutes dans la nature, dans la forêt, et le réalisateur m'a dit alors là il y aura une musique qui va durer machin et tout, et moi j'avais une pression dingue, j'ai essayé plein de trucs et j'arrive à faire une musique qui pour moi était peut-être l'une des plus belles musiques de ce film. Ouais. Les trucs dont j'étais vraiment très très content, satisfait. Et puis on vit avec ça pendant tout le montage. Et puis un jour le réalisateur m'appelle et me dit écoute Florent, passe au studio de montage. Là tu te sens ça. Où il va se passer un truc. Il va se passer un truc. Il dit on te dit rien, regarde le film. Je m'installe et là il y a cette fameuse première scène que j'attends et ils ont coupé la musique, il y a plus de musique. Il y a juste les pas de la fille qui... Et je les regarde, vous avez raison. Ça m'emmerde, mais vous avez raison. Puis des fois ils ont tort aussi, des fois ils font des trucs. Alors moi ça m'est arrivé par contre d'assister beaucoup et de leur dire non franchement là c'est voilà. Mais oui c'est terrible parce que effectivement il y a des choses très flatteuses ou très qu'on peut mettre sur une musique de film et on l'enlève, on se rend compte qu'on n'était pas si indispensable. Et dans ces cas-là, est-ce que t'en fais le deuil et tant pis, ou tu te dis ah non mais j'ai tellement travaillé, je l'aime tellement, je vais la réutiliser. Est-ce que tu réutilises des choses comme Non, quand on a sorti la BO, on a mis ce morceau qui est pas sur le film. Bonus, voilà, oui, d'accord, ok. C'est une autre façon de le faire vivre aussi. On va revenir un petit peu à la technique d'écriture. On a parlé de
Souchon. Si je vous dis que dans vos textes il y a une poésie, ça va pas vous étonner, mais est-ce qu'il y a aussi une volonté de rester accessible et simple? Oui, moi oui, un peu trop des fois. Je regrette de pas avoir eu la liberté de certains auteurs. On parlait de Jean-Louis Murat ou Bachung, tout ça, machin. Moi, je peux pas m'en empêcher. Il y a deux trucs. C'est que déjà, techniquement, je suis très attaché à la versification, à des choses, vraiment à une forme qui est pas du tout de la rime libre ou de la poésie, voilà. Et ça m'énerve parce que des fois, j'aimerais bien me sortir, mais j'ai une espèce de plaisir presque un peu sadique ou peut-être un peu psychopathe quand c'est tout bien fait, que tout d'un coup, celle-là, elle se mélange, puis la césure, elle est là et tout. Il y a quelque chose là-dedans, mais qui participe au rythme de la chanson aussi, qui vraiment me plaît et qui là, pour le coup, est vraiment un truc d'artisan, je crois. Il y a vraiment ce truc d'artisanat que tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça s'emboîte bien et tout. Mais c'est conscient. Ah oui, non, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je sais pas si c'est conscient ou si c'est, mais ça me satisfait tellement que j'ai du mal à partir dans d'autres trucs. Et j'admire beaucoup des gens qui sont capables d'être beaucoup plus libres dans le truc et de mélanger 10 textes comme faisait Bachung, ça veut plus rien dire, mais ça veut dire un truc. Mais moi, j'y arrive pas. Ce qui m'énerve, parce que j'ai l'impression, du coup, d'être un vieux, quoi, d'être attaché à des formes vieilles, à des choses. Ouais, mais tu vois, regarde, au lycée, on a tous eu pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Puis on doit dire c'est une allitération en S. Et puis moi, je me disais, mais jamais de la vie, le mec s'est dit, je vais faire une allitération en S. Mais oui, toi, des fois, quand je t'écoute. Ah oui, bien sûr, c'est conscient, oui, c'est fait exprès. Enfin, je cherche des mots. Ouais, je t'ai quitté, mais toi quitté. Oui. Oui, j'ai ce plaisir de l'écriture technique, quoi. Enfin, du truc technique, d'écrire de la poésie, je sais pas, mais en tout cas d'écrire du lyrics, du texte de chansons qui sont un peu comme ça. J'ai ce truc de vouloir être compris, je crois. Mais ça m'emmerde un peu, en vrai. Je commence à penser à mon prochain album et j'ai vraiment toujours ce fantasme de me dire, putain, à quel moment tu vas te détacher à la fois de cette forme et de ce fond qui font que tes chansons, elles sont un peu immédiates, quoi. Puis on les comprend, bon. C'est sympa, mais j'aimerais bien arriver à me détacher de ça, mais je crois que c'est ce côté bon élève, ou je sais pas, qui fait que j'ai envie d'être compris, puis j'ai envie que ça soit bien fait. C'est nul. Moi, je sais pas en fait si je peux admirer évidemment l'écriture de Murat. On parlait de Bachung qui écrivait pas seul, mais je crois que j'aime aussi l'immédiateté dans la chanson, le fait que ce soit très ajouré, très épuré. Et si je dis ça, c'est parce que je crois que je suis pas capable de faire autre chose. Et les tentatives que j'ai pu faire d'écriture un peu plus sibyllin, plus obscur, rapidement je me suis dit tiens, j'avais l'impression d'être un peu faiseur, d'être un peu moins honnête. Oui, ce qui est curieux, parce qu'on pourrait se dire qu'on est faiseur parce qu'on fait des choses très, comme tu dis, très travaillées, quoi, très ciselées. Mais curieusement, peut-être qu'on peut être faiseur quand on fait quelque chose qui ne nous est pas naturel, quoi. Oui, parce que peut-être qu'on n'est pas fait de ce bois-là, en fait. Non, mais moi, ça me frustre. Je me disais, j'aurais bien aimé être le Rimbaud des poésies et celui de la saison en enfer en même temps, quoi. Mais non. T'es le pommier qui aimerait faire des poires. Ah, oui, c'est ça, exactement. Mais non. Mais ça me frustre quand même. C'est frustrant, des choses qu'on sait pas. Il y a pas longtemps, on a fait un truc, un hommage à Scheller. Florent, il a un truc, c'est que c'est un musicien, quoi. Il joue du piano, c'est même pas la peine. Et moi, vraiment, je suis déplorable musicien. Enfin, voilà. Heureusement, il était là. Il y avait une chanson que je devais faire, qui était Fier et fou de vous. Faut quand même vraiment jouer au piano derrière pour que ça fonctionne. Je le regardais, ça me frustre. Et en même temps, je suis tellement feignasse. Je suis incapable de me mettre, comme lui, il a dû beaucoup bosser, de me mettre 10 heures par jour derrière un piano pour y arriver. Je me dis, oh, j'ai quand même d'autres choses à foutre. Donc, à la fois, ça me frustre et à la fois, ça me renvoie à ma paresse et à ma fainéantise. Donc, on va arrêter de parler de ça, en fait, ça m'énerve. Et est-ce que vous dites, par exemple, quand vous écrivez une chanson pour quelqu'un d'autre, parce que il y a des formes libres dans vos chansons, mais est-ce que vous dites, quand j'écris pour un autre, il faut intro, couplet, refrain, couplet, pont, une forme de structure qui va pas trop interroger en face? Est-ce que c'est nécessaire pour que le public comprenne la forme? Moi, quand j'écris pour les autres, je crois que je suis surtout attaché à comment dire? Tout va pas à tout le monde, quoi. Enfin, par exemple, moi j'ai peut-être le type pour qui j'ai le plus écrit de chansons à un moment donné, c'est Julien Clerc. Julien Clerc, c'est un formidable chanteur, mais il peut pas tout chanter. Et toi, t'as écrit par exemple pour Lavillier. Non, moi j'ai Scalo, fait Scalo, oui, mais j'ai très peu fait ça, moi, en réalité. Moi, j'y arrive pas. Hein. Deux, on a très peu fait ça. Ça marche pas. Alors, moi, alors déjà, peut-être que je l'ai pas beaucoup fait parce que ça fonctionne pas, effectivement. Je me retrouve dans une espèce de truc d'imitation. En fait, j'ai toujours le fantasme quand j'écris pour quelqu'un, par exemple, comme Julien Clerc, de me dire, je vais être Étienne Brode d'Agile. Bah oui, bien sûr, évidemment, parce que c'est ça qui est rigolo, parce que c'est, par exemple, Julien Clerc, il a commencé par une chanson qui s'appelait Ce n'est rien. Moi, dans l'album où j'avais écrit une chanson qui s'appelait Tout, je trouvais ça rigolo. Oui. Parce que je me disais, tiens, on va aller à l'inverse, et puis ça va quand même faire un truc. Mais peut-être que comme Florent, c'est un exercice qui m'est un peu difficile. Mais parce que c'est se remettre dans la position un peu de faiseur ou de mercenaire, en fait. Tout d'un coup, on nous dit, il faut écrire une chanson, et tu as ce temps-là pour l'écrire, et c'est cette personne-là qui va la chanter. Et tout d'un coup, on se retrouve dans un exercice, comme par ailleurs on fait de la musique de film ou d'autres projets, où là, on a des impératifs et tout.
les chansons quand on les écrit, c'est le seul endroit où on est un peu, où on écrit quand on veut, quoi. Enfin voilà, on est un peu libre. Puis on fait de la couture, on fait de la couture sur notre propre corps, en fait. Donc on fait des habits pour nous. Donc on connaît les défauts de nos corps et on s'en habille. Et là tout d'un coup, c'est un corps un peu étranger, c'est-à-dire que c'est pour une voix. Des belles chansons quand même pour les autres. Tu dis que tu y arrives pas, mais ça fonctionnait. Puis mais dans les thématiques, souvent, je me rends compte que enfin, en tout cas, ce qui me dérange dans le fait parfois d'écrire pour d'autres, c'est que je pense différemment et ça me gêne. Je pense d'abord à l'interprète et oui, c'est ce que tu disais quand tu disais penser au public, penser à l'interprète et tout ça. Tout à coup, il y a un truc, on a l'impression d'être faiseur. En fait, c'est ça. Il y a un vrai truc de mercenaires et de mercenaires qui parfois sont admirables et sont bien des sûr gens qu'on ce talent-là. Mais il y a un vrai truc mercenaire dans le fait d'aller écrire pour d'autres. Et puis moi, ça m'énerve aussi. Mais alors ça, c'est sans doute de la prétention. Mais quand j'écris pour quelqu'un puis qu'il me dit ah non, ça faudrait changer parce que machin tout ça, je vais dire tu la veux celle-là et puis j'ai obligé d'expliquer. Non, mais si c'est écrit comme ça parce que là ça vient avec ça et tout. Ah oui, mais je le sens pas du tout. Je m'en fous. La chanson elle est faite comme ça. Tu me fais chier à vouloir changer des trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est affreux parce que normalement on doit être au service, mais alors là, moi sur les chansons, j'ai beaucoup de mal, quoi. Sur la musique, on peut me dire des trucs, mais sur les textes, vraiment, ça me gonfle. Moi, j'ai ce même problème sur les textes parce que je pense qu'on passe aussi beaucoup de temps pour se dire à un moment donné, n'importe comment. Voilà, quoi, tu vois ce que je veux dire. Bon, après, c'est pas toujours vrai, l'exercice d'écrire des chansons. Quand ça a été pour le livre avec Isabelle, là, pour Les gens dans l'enveloppe, ou pour, par exemple, des comédies musicales, pour des films avec Christophe, ou tout ça, machin, là, ça peut m'amuser, parce que on doit écrire une chanson qui correspond à une histoire, qui correspond à des acteurs qu'on connaît ou pas, à leur voix et tout. Et là, on est plus dans le jeu, en fait. Voilà. Ça marche aussi, ouais. Mais pour quelqu'un, pour un album, pour quelqu'un d'autre, d'ailleurs, moi, soit on m'en a retoqué pas mal, soit quand j'en envoyais une et qu'on me disait, non, faudrait écrire autre chose, je disais, non, ça me gonfle. C'est intéressant la différence de ressenti que t'as entre écrire pour un chanteur et écrire pour un acteur. On a l'impression que pour l'acteur c'est plus facile, c'est un peu comme un instrument que tu vas utiliser pour jouer ta parce qu'il y a une petite gageure, parce que les acteurs étant pas forcément chanteurs, on va chercher techniquement des choses pour, par exemple, quand moi j'ai écrit, il y avait un film avec Christophe Honoré, il y avait Catherine Deneuve dedans. Catherine Deneuve, on connaît sa voix un peu chantée puisqu'elle avait fait quelques chansons. On connaît sa voix parlée, qui a ce truc d'avoir un débit très rapide et tout ça. Je me disais tiens, c'est amusant techniquement de lui écrire par exemple un texte où il y a des phrases assez longues mais ramassées sur un temps assez court parce que comme ça on va retrouver le charme de sa voix parlée qu'on n'a pas toujours forcément entendu quand elle chantait des chansons. On n'écrivait pas ça m'amuse parce qu'il y a un truc technique. Et puis les acteurs vont rarement vous dire aussi, ils sont tellement contents de chanter, ils sont toujours tellement contents les acteurs de faire des trucs qu'ils font pas d'habitude. Et après de s'entendre, ça les flatte. Alors bon, après les chanteurs, je pense que c'est ceux qui aiment le plus être flattés. mais ils sont tellement contents de ça que généralement ils font pas chier en fait. Voilà. Oui, puis t'es au service d'un film. Oui. Alors que sinon t'es au service d'une vie. Voilà. C'est beaucoup plus de pression. Toi, oui. Alex, j'ai l'impression que t'as fait un peu l'acteur quand je t'ai vu sur scène pour Serge Gainsbourg. Parce que donc t'as repris Love on the Beat. Ouais, une bonne idée. Il y a Love on the Beat avec une orchestration incroyable, des cordes pour le coup beaucoup. Et puis il y a donc ce texte qui est extrêmement cru, en même temps qui est très ciselé. C'est très écrit, ouais. Octosyllabique. Love on the Beat, c'est des octosyllabiques, c'est Apollinaire quoi quand même. Et en fait, le Alex Bopin que j'ai vu sur scène, c'était pas tout à fait le même que j'ai eu d'habitude parce que celui-là, il était un peu plus rentre dedans. Je sais pas si t'as voulu rejoindre l'univers de Gainsbourg. Il y avait l'idée que c'était compliqué de faire des blagues au milieu de ce truc-là parce que on est obligé de se présenter comme un médium. On se présente plus comme chanteur qui interprète ses propres chansons et qui du coup va amener sa personnalité, on l'amène dans la façon dont on a arrangé avec des gens et tout, et dont on interprète le texte. Mais là, comme je me vivais vraiment comme quelqu'un à travers qui passe la poésie de cet album que j'ai toujours trouvé assez sublime et que plein de gens, et je comprends pourquoi, trouvent que c'est fin de carrière Gainsbourg et que c'est très mauvais. J'avais cette espèce de mission, un peu grandiloquent de le dire comme ça, mais j'avais cette idée qu'il fallait que ça passe à travers moi, qu'il fallait que je sois assez sobre, un peu méchant même, un peu radical dans la façon de se présenter sur scène. Bon, après, ça a été filmé pour la télévision, j'ai revu, des fois je me dis c'est génial, puis moi je me dis t'as vraiment l'air d'un con, quoi. Enfin, ça te va pas du tout, mais ça c'est normal, tu vois ce que je veux dire. Mais t'es un passeur dans ce moment-là, de transmission. J'étais là pour transmettre. Et même la façon dont je l'ai interprété sur le disque ou sur scène, j'essayais d'être le plus sobre possible dans, c'est très talk-over, c'est beaucoup de parler chanter, tout ça, machin. Mais même ça, je me disais, il faut dire le texte qui soit hyper en avant. Il faut pas en rajouter, quoi. Donc, mais oui, et du coup, c'est fatalement un peu un travail d'acteur, mais pas un travail d'acteur qui va imiter Gainsbourg. Non. Un travail d'acteur qui va essayer de faire un truc genre, regardez, comme je suis une mec qui fait passer le truc, et comme j'ai une stature, et comment je me tiens, et puis bon, après c'est moi, quoi, quand même. C'est bien. Hélas. Vous avez évoqué
une sorte de pas énorme amour dans l'idée d'aller écrire pour les autres. Dans les cons, Je lisais l'autre jour le témoignage d'une scénariste qui voulait écrire des chansons et qui a fait un stage dans je ne sais quelle école de formation à l'écriture, et elle est tombée sur un producteur de musique qui lui a dit mais l'époque des paroliers est révolue, maintenant il faut être un artiste complet si on veut. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Par rapport à une période qui était les années 80-90, j'ai l'impression que les interprètes purs, ça existe moins, en tout cas proportionnellement, je veux dire, de façon tout à fait statistique. Oui, et puis en plus, l'autre truc, c'est qu'il y en a pas beaucoup pour qui j'aurais envie d'écrire, moi, personnellement. J'aurais vraiment envie d'écrire. Après, elle a fait un stage pour écrire des chansons. Ouais. Ça, je trouve ça terrifiant. C'est vraiment un truc, on m'a déjà proposé de faire. Alors, quand il s'agit, comme là, dans un podcast, de raconter notre expérience personnelle, et ça n'engage que nous et tout, mais ah ouais, je trouve ça très très étrange. Pardon, c'est toujours un truc. Le côté mécanique oui, de ce qu'on pourrait transmettre. Tu voudrais pas être formateur dans des trucs pour écrire des chansons. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je leur raconte comment on écrit une chanson? Enfin, c'est quand même bizarre, ce truc. C'est terrifiant, je trouve. On peut pas apprendre à écrire des chansons. On fait des trucs très mauvais, ce que racontait Florent. On fait nos classes, quoi. Ouais. En écrivant des choses, en imitant tout le monde et tout ça. Mais aller, c'est peut-être comme écrire pour les autres, en fait. C'est un truc que je pige pas, en fait. C'est tellement instinctif, c'est quelque chose qui doit être tellement, tu vois ce que je veux dire? C'est du travail, mais c'est aussi un truc bon, pardon, c'était pas du tout la question. Oui, il y a plus de ACI, comme on dit, d'auteurs, compositeurs, interprètes aujourd'hui. C'est motivé aussi par des raisons économiques, je pense. Oui, bien sûr, évidemment. On le dit pas assez, mais c'est le moyen de gagner de l'argent. Ça multiplie les sources de revenus, bien évidemment. Mais alors, je sais pas si c'est bien ou pas. Moi, il y a des interprètes purs que j'admire énormément. Pas tant que ça quand j'y réfléchis. non, mais c'est vrai, mais quelques-uns, quoi. En fait, je pense que en plus, le public s'en fout complètement. C'est ça qui ils savent pas. Fabuleux. Bien Personne entendu. ne sait. Tout le monde est persuadé que Serge Reggiani écrit ses chansons. En Absolument. fait. Non, mais t'as raison. En plus, ça, c'est un truc qui concerne vraiment le métier. Oui. Mais qui concerne pas les gens qui écoutent la majorité des gens qui écoutent des chansons, ils s'en foutent. Pour arriver vers la fin, c'est quoi les dernières chansons qui vous a vraiment bluffé? Vous vous êtes dit, j'aurais aimé écrire ça, ou c'est vraiment hyper bien écrit? Dans la simplicité, j'ai trouvé que la chanson L'espoir de Raphaël avait une sorte d'épure et qu'elle racontait quelque chose de l'exil que j'ai trouvé très beau et très simple. Au début, j'ai trouvé ça trop simple, et après je me suis dit mais c'est fou d'arriver à dire des choses fortes avec autant de simplicité, que ce soit pas simpliste. Et j'aime encore plus une chanson quand on pourrait passer à côté parce qu'elle nous semble peut-être un peu trop simpliste, et que sans la réécoutant, parce que les chansons compliquées où il faut plusieurs écoutes pour rentrer dedans, etc. Comme disait Bachung, on y entre d'abord pour la musique, et puis après pour le texte. Mais je suis encore plus fasciné quand ça me paraît trop simple. Par exemple, on parlait de Scheller, mais la première fois que j'ai écouté, j'étais adolescent, pourtant un homme heureux, c'est de sortir. Quand on est ado, on est un peu un énorme melon, puis on a l'impression d'être un beau. Cette histoire c'est un peu facile quand même. Je vois ce que tu veux dire. Et après, on se rend compte que finalement, c'est difficile la simplicité, c'est très difficile à atteindre pour que ça fonctionne effectivement. Qu'est-ce que j'aime bien? Moi, j'aime personne en fait, c'est horrible. Si je suis allé je connaissais pas forcément très bien, mais je suis allé à Bercy voir ce garçon qui s'appelle L'Homme Pâle là. Et je suis pas super musique urbaine et tout ça, enfin j'en écoute pas beaucoup, c'est pas ma génération, c'est pas ce que j'ai écouté et tout. Et j'ai trouvé qu'il y avait dans pas mal de textes, dans certains trucs, quelque chose qui curieusement me parlait, où je retrouvais justement un truc. Bon, je établis toujours des parallèles à la con, mais j'avais l'impression que Orelsan c'était Renaud. Pour nous, dans les années 80, je veux dire, ce truc très populaire, très simple, en même temps bien écrit, en même temps avec de l'humour, avec un truc, tu vois, avec ce truc aussi de qui il est comme personnage, d'où il vient, de quand, du mec tout qui ça, sait pas chanter, du mec qui traîne, du mec qui voilà, et que L'Homme Pâle, ça pourrait à un moment donné être une espèce de Bachung parce qu'il a une façon d'écrire des textes qui sont pas si simples, avec beaucoup d'inattendus dans les mots, le choix des mots. Ouais, voilà, avec un truc, avec une façon de se présenter en plus. Enfin, il y avait un truc chez lui que je trouvais, qui m'a un peu bluffé. Je me suis dit putain, lui, il arrive à faire un truc. Mais c'est de la pop. Ah bien sûr, oui, ces rappeurs-là, ils finissent par être des chanteurs en réalité. Hein. D'ailleurs, t'as vu, il est entouré d'une équipe, super gros, Pierrick Devin, tout ça, machin, c'est que des mecs qui font de la chanson en fait en réalité. Et d'ailleurs, sur scène, il y a plus de machines. Enfin, je veux dire, ils jouent les trucs avec des vrais instruments. L'impression d'être Eddie Mitchell. Quand je dis ça, non, mais ce que je veux dire, techno et tout. Mais ouais, ça m'a un peu, ça m'a épaté. Ouais. Et pour finir, si demain l'un de nos auditeurs veut commencer à écrire des chansons, quel est le conseil que vous lui donneriez? Te le fais pas. Je trouve que quelqu'un qui se pose la question s'il doit devenir chanteur et s'il doit écrire, moi en général je me dis faut pas le faire. Faut pas le faire si tu te poses la question. C'est quelque chose qui s'impose en fait à soi. Et mais qu'est-ce que toi t'aurais aimé savoir et que tu as appris avec le temps quand t'as débuté? Je sais pas,
j'ai l'impression d'être constamment en train de courir après la chanson suivante et puis essayer de m'améliorer en fait. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Moi, peut-être, parce que moi, j'ai commencé tard et je me le suis avoué tard. Le seul truc que je pourrais dire, c'est de pas perdre de temps, en fait. Parce qu'il faut faire les choses et Oui. tu vois ce que je veux dire? Si à 17 ans, je m'étais dit, allez, il faut vraiment s'y mettre, faut écrire des chansons, c'est ça qu'il faut faire et tout, peut-être que j'aurais fait plus de choses encore, que j'aurais commencé plus tôt et que j'en sais rien. Puis peut-être que, de toute façon, c'était comme ça et que c'est très bien que ça soit passé de cette façon-là. Non, puis c'est de travailler. Enfin, c'est de travailler, c'est con, ça fait un peu, mais moi, j'avais été très impressionné, quand je me suis mis à vouloir écrire des chansons, Aude était encore vivante et tout, et j'étais ami avec Christophe Honoré, qui est une des premières personnes à qui j'ai avoué au bout d'un moment que c'est ce que je voulais faire. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est, puisque t'es chanteur, faut faire un concert. C'est complètement con, j'ai pas de maison de disques, j'ai pas de tourneur, j'ai personne et tout. Il m'a dit, non, mais tu vas faire un concert chez toi. Donc j'ai raconté cette histoire plusieurs fois, mais je fais un concert devant 4 amis chez moi, puis il m'a dit, puis maintenant, faut écrire des chansons. Et en fait, c'est bien de dire à des gens que vous êtes chanteur parce que vous écrivez des chansons. Après, c'est validé par le fait d'avoir une maison de disques et tout ça. Mais moi, j'avais cette idée que j'étais un peu vélitaire parce que je me disais, oui, ben bon, comme il y a pas de maison de disques, comme j'ai pas de tourneur, comme j'ai pas d'endroit pour faire des concerts. Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on est écrivain parce qu'on écrit, on n'est pas écrivain parce qu'on est publié. Et on est chanteur parce qu'on écrit des chansons. Donc c'est ça, il faut travailler. Donc il faut travailler. Ça me paraît un bon conseil pour conclure cet épisode. Merci Alex, merci Florent. Merci beaucoup. Non, merci les amis. C'est ainsi que se termine cet épisode de La Machine à écrire. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nos invités, que l'on remercie à nouveau pour leur temps et leur générosité. Si vous ne les connaissez pas encore, on vous invite à découvrir tous les albums de nos invités sur les plateformes de streaming ou chez votre disquaire. On vous met les liens dans la description de l'épisode. Vous pourrez retrouver Florent Marché et d'autres artistes le samedi 25 mai 2024 pour l'hommage qui sera rendu à Jean-Louis Murat à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. Vous pourrez également retrouver Alex Baupin sur scène avec Alex Vizorek au Francophonie de La Rochelle le 10 juillet 2024. On vous met le lien pour en savoir plus dans la description. Nous tenons une nouvelle fois à remercier la Société nationale de bande dessinée, l'atelier de Mathieu Sapin et Christophe Blain qui nous hébergent pour l'enregistrement du podcast. Pour ne rien manquer des actualités du podcast et pour avoir de quoi lire, rire et vous émouvoir, vous pouvez vous abonner à notre newsletter 5 bonnes histoires le vendredi. Chaque vendredi, donc, nous vous partageons 5 récits marquants et étonnants, sélectionnés avec amour par nos soins. Des livres, des BD, des films, des spectacles, des documentaires, de quoi vous émerveiller et vous divertir. Vous trouverez le lien pour vous abonner à la newsletter dans la description de cet épisode. Vous pouvez également nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous souhaitez nous soutenir et nous aider à continuer le podcast, le mieux c'est de parler de La Machine à écrire à votre entourage. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez également nous laisser plein d'étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et Spotify afin de nous aider à grimper dans les classements, c'est très utile pour nous. Pour finir, nous vous remercions de votre fidélité et de vos messages qui nous font toujours plaisir et on vous dit à bientôt.